La dernière phrase qu'il lui avait lancée résonnait encore entre les murs de leur appartement, désormais vide, de Clermont-Ferrand. Un écho venimeux qui s'accrochait à chaque parcelle de son être. « Tu crois qu'un homme va vouloir d'une femme comme toi? Tu es banal, fini !» Julien avait ri en prononçant ces mots, un rire sec, cassant, dépourvu de toute chaleur, le même qu'il réservait à ses collègues moins performants ou aux serveurs trop lents. C'était l'arme finale de son arsenal psychologique, la pierre qui devait sceller le tombeau de son estime de soi. Il avait jeté les clés sur la table basse en verre, le cliquetis strident signant la fin de 10 ans de mariage. Puis, il était parti, la laissant seule au milieu des ruines de ce qu'elle avait cru être une vie. Élodie Bernard était restée immobile pendant ce qui lui sembla une éternité. Le silence qui suivit son départ fut assourdissant, plus lourd que n'importe lequel de leurs cris. C'était le silence de la libération, mais il avait le goût amer de la défaite. Pendant près d'une décennie, elle avait vécu dans l'ombre de Julien Morel. Pas une ombre protectrice, mais une ombre délétère qui absorbait sa lumière, étouffait ses rires et transformait ses rêves en poussière. Institutrice passionnée, elle aimait son métier, la lueur de compréhension dans les yeux des enfants, la créativité qu'elle pouvait insuffler dans ses leçons. Mais pour Julien, son travail n'était qu'un passe-temps de femme, un sujet de conversation dérisoire lors de ses dîners d'affaires, où il la présentait comme « ma femme qui s'occupe de petits ». Peu à peu, les critiques insidieuses avaient fait leur œuvre. Sa façon de s'habiller était trop simple, son amour pour la littérature classique, un brin provincial. Sa sensibilité était une faiblesse, sa gentillesse, une preuve de naïveté. Elle avait fini par douter de tout, de son intelligence, de son charme, de sa valeur. Elle avait arrêté de proposer des idées, de partager ses passions, se recroquevillant dans un cocon de prudence pour éviter les remarques cinglantes. Elle était devenue une version édulcorée d'elle-même, une esquisse pâle de la jeune femme vibrante qu'elle avait été. La phrase de Julien n'était que l'aboutissement d'un lent et méticuleux travail de démolition. Et le pire, c'était qu'une partie d'elle le croyait, banal, fini. 2 mois plus tard, Élodie conduisait une camionnette de location sur l'autoroute A89, laissant derrière elle les volcans endormis d'Auvergne. Devant elle, Lyon, une ville nouvelle, une page blanche. Elle n'avait pas de plan précis, juste un besoin viscéral de fuir, de respirer un autre air, de se perdre dans une foule où personne ne connaissait son nom ni l'histoire de ses cicatrices. Elle avait trouvé un petit 2 pièces, au 5e étage, sans ascenseur, d'un immeuble ancien de la rue de la Charité, au cœur de la presqu'île. Les fenêtres donnaient sur une cour intérieure pavée, un microcosme de vie tranquille qui la changeait des lotissements aseptisés de sa banlieue clermontoise. Les premiers temps furent solitaires. Les jours s'étiraient, ponctués par le déballage des cartons qui contenaient les vestiges de sa vie passée. Elle avait emporté peu de choses, principalement des livres, des centaines de livres, Proust, Camus, Austen, Brontë, des compagnons de papier qui ne l'avaient jamais jugée. C'est en cherchant un travail alimentaire qu'elle poussa la porte de Le Labyrinthe des mots, une librairie indépendante nichée près de la place Bellecour. Une porte en bois lourd avec une petite clochette qui tinta joyeusement. L'odeur du papier, de l'encre et du bois ciré l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. Monsieur Antoine, le propriétaire, un homme à la chevelure blanche et aux yeux pétillants derrière des lunettes en demi-lune, cherchait une assistante. En l'écoutant parler de sa passion pour les romans du XIXe siècle, il vit en elle autre chose qu'une simple candidate. Il vit une âme qui cherchait un refuge. Il l'embaucha sur le champ. Ce travail devint son sanctuaire. Elle passait ses journées à classer des ouvrages, conseiller des lecteurs, caresser des reliures anciennes. Elle retrouvait un but, un rythme. Le contact humain était limité, sécurisant. Un sourire à un client, quelques mots échangés sur le dernier prix littéraire. C'était suffisant. Elle redécouvrait sa propre voix, un murmure d'abord, qui gagnait en assurance au fil des semaines. Pourtant, le soir, quand elle rentrait dans son petit appartement et que les bruits de la ville s'estompaient, le fantôme de Julien revenait la hanter. Sa voix résonnait dans le silence, disséquant ses moindres faits et gestes de la journée. Avait-elle paru ridicule en recommandant ce livre?
Sa tenue était-elle assez élégante pour ce quartier chic de Lyon? Elle se surprenait à inspecter son reflet dans le miroir de la salle de bain, cherchant les traces de cette banalité dont il l'avait accusée. À 35 ans, elle voyait les premières ridules au coin de ses yeux, un air de fatigue que 10 ans de tension avaient gravé sur son visage. Fini. Le mot était un poison lent. Un mardi soir, pluvieux d'octobre, alors qu'elle fermait la librairie, M. Antoine l'interpella. « Élodie, j'aimerais vous confier l'organisation de notre prochaine rencontre littéraire. C'est dans un mois. Nous recevons un auteur local qui monte. J'aimerais que ce soit votre projet. Carte blanche. » Élodie sentit une vague de panique monter en elle. Organiser, parler en public, coordonner, toutes ces choses qui exigeaient une confiance qu'elle n'avait plus. Je ne sais pas, monsieur Antoine, c'est une grande responsabilité. Je sais, et je sais que vous en êtes parfaitement capable. Vous connaissez les livres et vous avez un goût exquis. C'est tout ce qu'il faut. Son regard était bienveillant, dénué de tout jugement. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un croyait en elle sans aucune condition. Elle déglutit, une boule d'émotion dans la gorge, et hocha la tête. « D'accord, j'accepte. » En rentrant chez elle sous la pluie fine, les néons des boutiques se reflétant sur les trottoirs mouillés, Élodie sentit un frémissement inhabituel. Un mélange de terreur et d'excitation. C'était un défi, un premier pas hors de son refuge. En accrochant son manteau trempé, elle jeta un œil à la pile de romans sur sa table de chevet. C'étaient des histoires de femmes qui s'étaient battues, qui avaient aimé, qui avaient survécu. Peut-être, se dit-elle, qu'il était temps de commencer à écrire son propre chapitre, un chapitre où les mots de Julien Morel n'auraient plus le dernier mot. La tâche semblait herculéenne, presque impossible, mais ce soir-là, pour la toute première fois, l'idée de ne plus être banale ni finie ne ressemblait plus à un rêve lointain, mais à une possibilité. Le mois qui suivit fut un tourbillon d'activités anxieuses et d'efforts méticuleux. Élodie se plongea corps et âme dans l'organisation de l'événement, comme si sa propre rédemption en dépendait. Chaque détail devint un champ de bataille contre la voix de Julien. En choisissant le papier cartonné pour les invitations, une petite voix perfide murmurait « Trop simplet, ça manque d'ambition ». Mais elle se forçait à l'ignorer, se concentrant sur le toucher agréable du papier et la typographie élégante qu'elle avait sélectionnée. Pour l'agencement des chaises, le souvenir des critiques de Julien sur son manque total de sens pratique la paralysa un instant. Puis, le visage souriant de M. Antoine lui revint en mémoire, et elle traça son plan avec une assurance nouvelle, créant un espace intime et chaleureux au cœur de la librairie. Elle contacta l'auteur, un jeune romancier lyonnais au style prometteur, et fut surprise par la facilité de leur échange. Il était simple, passionné, reconnaissant de cette opportunité. Ils discutèrent du format de la soirée, des passages qu'il lirait, des thèmes qu'il aborderait. Chaque conversation téléphonique réussie, chaque courriel positif était une petite victoire. Élodie découvrit en elle des compétences qu'elle avait oubliées. L'organisation, la communication, une forme de diplomatie douce. Elle négocia même avec un petit traiteur du quartier pour offrir un verre de vin et quelques amuse-bouches, une idée qu'elle aurait autrefois jugée trop audacieuse. Elle était en train de construire quelque chose, brique par brique, et l'édifice, si modeste soit-il, était le sien. Le soir de l'événement, une tension électrique parcourait la librairie. Les lumières avaient été tamisées, créant une atmosphère feutrée. Des guirlandes lumineuses discrètes couraient le long des étagères les plus hautes, faisant scintiller les titres dorés des reliures. L'odeur du papier se mêlait à celle, plus acidulée, du Beaujolais servi dans des verres fins. Les chaises qu'elle avait disposées en demi-cercle se remplissaient peu à peu d'habitués, d'étudiants, de curieux, attirés par l'affiche qu'elle avait conçue. Élodie, vêtue d'une robe bleu marine sobre mais élégante, se tenait près du comptoir, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait exposée, vulnérable, mais aussi étrangement fière. Monsieur Antoine lui fit un clin d'œil encourageant depuis l'autre bout de la pièce, son regard disant « Vous voyez, je vous l'avais dit ». La soirée se déroulait à merveille. L'auteur, charismatique et touchant, captivait l'audience. Les questions fusaient, intelligentes, pertinentes.
Élodie se détendit un peu, laissant un sentiment de satisfaction la submerger. C'est à ce moment-là qu'elle le vit. Un homme, entré discrètement, se tenait au fond, près du rayon de la poésie. Il se distinguait du reste de l'assemblée, non pas par son exubérance, mais par son calme. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre qui semblait taillé sur mesure, il écoutait avec une attention intense, ses yeux sombres fixés sur l'écrivain. Il y avait en lui une aura d'autorité naturelle, une présence qui ne nécessitait aucun artifice. Élodie sentit immédiatement qu'il n'appartenait pas à ce monde de livres et de soirées modestes. Son regard balaya brièvement la salle, s'arrêtant une fraction de seconde sur elle, avant de retourner à l'orateur. Elle sentit un léger frisson, un mélange d'attirance et d'appréhension. Quand les applaudissements finaux retentirent, l'atmosphère se fit plus conviviale. Les gens se levèrent, formèrent de petits groupes, discutèrent en sirotant leur vin. Élodie aidait à ranger quelques livres égarés lorsque l'homme s'approcha d'elle. De près, son visage était encore plus frappant. Des traits réguliers, une mâchoire carrée adoucie par une ombre de barbe parfaitement entretenue et des yeux qui semblaient contenir une profondeur mélancolique. « C'était une excellente soirée, très bien organisée, » dit-il d'une voix grave et posée. « Merci beaucoup, je suis heureuse que cela vous ait plu, » répondit Élodie, sa voix un peu plus hésitante qu'elle ne l'aurait souhaité. Il la dévisagea une seconde de plus, un léger pli se formant entre ses sourcils, comme s'il cherchait quelque chose dans sa mémoire. « Pardonnez ma curiosité, mais nous ne nous sommes pas déjà rencontrés? Votre visage, il m'est incroyablement familier. Mon nom est Marc Delattre. » Le nom la frappa comme un éclair. Delattre. Les vacances d'été à Clermont, la grande maison des grands-parents au bout de sa rue, le garçon parisien un peu timide, avec qui elle avait passé des après-midi entiers à construire des cabanes dans le jardin et à s'inventer des mondes. « Marc » souffla-t-elle, les yeux écarquillés. « Marc, le petit-fils de monsieur et madame Dubois ?» Un large sourire illumina son visage, transformant sa sévérité apparente en une chaleur inattendue. « C'est bien moi. Alors vous êtes... ne me dites pas, Élodie Bernard. » Elle hocha la tête, un rire nerveux lui échappant. « Oui, c'est incroyable. Je ne vous aurais jamais reconnu. Moi non plus au début. Mais il y a quelque chose dans votre regard qui n'a pas changé. Que faites-vous à Lyon? Je vous croyais toujours en Auvergne, à terroriser des classes de primaire. » Il y avait une taquinerie douce dans sa voix, une référence à ses rêves d'enfant d'être maîtresse d'école. « J'ai arrêté l'enseignement, » dit-elle simplement, ne souhaitant pas s'étendre. « Je travaille ici maintenant. C'est plus calme. Et vous? Le garçon qui voulait être explorateur ?» Son sourire se fit plus subtil, presque teinté de regret. « J'explore des bilans comptables et des marchés internationaux. Je dirige l'entreprise familiale. Maison Delattre. Technologie éducative. Technologie éducative. » Le nom était connu. Une multinationale discrète, mais puissante. Soudain, l'homme en costume impeccable devant elle n'était plus seulement le souvenir d'un ami d'enfance. C'était un PDG, un homme d'un autre univers. L'univers de Julien, celui des dîners d'affaires, des enjeux financiers, des gens qui réussissent. Toutes ses insécurités revinrent en force, lui nouant l'estomac. La voix de son ex-mari était là, ricanant dans sa tête, un PDG millionnaire. « Que pourrais-tu bien lui dire, toi, la petite libraire banale ?» Elle sentit le rouge lui monter aux joues et elle fit un pas en arrière, se sentant soudainement inadéquate dans sa simple robe bleue. « Oh, je vois, c'est impressionnant. » Marc perçut son changement d'attitude, son léger recul. Son expression se radoucit. « Pas tant que ça, croyez-moi. Les cabanes dans le jardin étaient bien plus amusantes. J'ai souvent repensé à ces étés. Ça me ferait vraiment plaisir de rattraper le temps perdu. Seriez-vous d'accord pour que l'on déjeune ou que l'on prenne un café un de ces jours ?» Sa proposition était directe, mais dénuée de toute arrogance. C'était une invitation sincère. La panique et le désir se bousculaient en Élodie. Dire non était la solution de facilité. Rester dans son cocon, en sécurité. Dire oui était un saut dans l'inconnu, un risque monumental pour son cœur fragile. Elle regarda ses mains, puis releva les yeux vers lui. Dans son regard, elle ne vit ni pitié ni jugement.
juste une curiosité bienveillante. Prenant une profonde inspiration, elle entendit une autre voix, la sienne cette fois, ténue, mais claire. « Oui » dit-elle, surprise par sa propre audace. « Avec plaisir. » Les 3 jours qui séparèrent leur rencontre de leur rendez-vous furent pour Élodie un supplice de doute et d'anticipation. Chaque heure qui passait était une invitation à annuler, à prétexter une maladie soudaine, un engagement imprévu. La voix de Julien, sarcastique et cruelle, était devenue sa compagne constante. « Tu vas déjeuner avec Marc Delattre, le PDG ? N'oublie pas de mettre ta plus belle nappe sur toi, c'est tout ce que tu as qui puisse paraître chic. » Elle avait passé une soirée entière devant sa garde-robe, un amoncellement pathétique de pulls en laine, de jeans bien coupés mais sans âge, et de quelques robes simples. Rien ne lui semblait à la hauteur. Chaque vêtement était une preuve de sa banalité, une confirmation des maux de son ex-mari. Finalement, épuisée, elle opta pour la sobriété. Un pantalon noir fluide, un chemisier en soie de couleur crème, et ses bottines préférées. C'était simple, mais c'était elle. Elle ne pouvait pas se déguiser en une autre. Il s'était donné rendez-vous dans un petit café du Vieux-Lyon, le temps retrouvé. Un nom qui lui parut à la fois poétique et ironique. C'était un lieu charmant, avec des boiseries sombres, des banquettes en velours rouge et des dizaines de petits cadres photos en noir et blanc accrochés au mur. Il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, regardant la foule se presser sur les pavés de la rue Saint-Jean. Il portait un pull en cachemire gris sur une chemise blanche, sans cravate. Son allure était plus décontractée que lors de la soirée, mais l'élégance et l'assurance restaient palpables. En le voyant se lever pour l'accueillir, un vrai sourire aux lèvres, une petite partie de la tension d'Élodie s'évapora. « Je suis content que vous ayez accepté, Élodie, » dit-il en tirant sa chaise. « Appelez-moi Élodie, s'il vous plaît. Le « vous » me donne l'impression d'être convoqué chez le proviseur. » Il rit, un son agréable et franc. « D'accord, Élodie. Et vous, appelez-moi Marc. Je n'ai jamais vraiment aimé la distance. » La conversation s'engagea avec une surprenante facilité. Ils parlèrent d'abord du passé, ce terrain neutre et ensoleillé de leurs souvenirs communs. Ils se souvenaient de la cabane qu'ils avaient construite dans le grand chêne au fond de son jardin, et de la fois où elle lui avait appris à reconnaître le chant du merle. Elle se rappelait de sa collection de bandes dessinées et de sa peur panique des araignées, ce qui le fit rougir légèrement. « Je me souviens surtout de nos lettres imaginaires, » dit Marc en remuant son café. « On les cachait dans une boîte à biscuits en fer, au creux du vieux mur. Vous étiez une espionne russe et j'étais un archéologue britannique. Nos histoires étaient bien plus passionnantes que ma vie actuelle. » Élodie sourit, une chaleur authentique se diffusant dans sa poitrine. On avait de l'imagination. C'était une belle époque. Simple, le mot lui resta sur les lèvres. Simple, c'était ce que Julien lui avait toujours reproché, d'aimer les choses simples. Son regard se voila un instant, et Marc le remarqua. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, oui, je pensais juste que nos vies ont pris des chemins très différents. L'archéologue est devenu un magnate de la tech et l'espionne est devenue libraire. » Elle essaya de donner un ton léger à sa phrase, mais sentit une pointe d'amertume percer. Marc posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Et c'est une mauvaise chose ? Passer ses journées entourées de milliers d'histoires, de mondes à explorer ? Je ne sais pas, Élodie. De l'extérieur, ça ressemble à un luxe inouï. » Ces mots la prirent par surprise. Ils étaient le contrepoint parfait au discours méprisant qu'elle avait intériorisé. Il ne voyait pas une femme banale, il voyait quelqu'un qui avait accès à un trésor. La plupart des gens ne voient ça que comme un petit travail tranquille, sans grande ambition, murmura-t-elle, testant le terrain. La plupart des gens passent leur vie à courir après des choses qui ne les rendent pas heureux, rétorqua-t-il, son expression sérieuse. Je passe mes journées dans des réunions interminables à parler de marges bénéficiaires et de stratégies de marché. Mes collègues comparent la taille de leur voiture et de leur maison de vacances. C'est un monde incroyablement vide, parfois. Je vous assure que l'idée de vendre des livres qui peuvent changer la vie de quelqu'un me semble bien plus ambitieuse que de signer un contrat de plus.
Il y avait une telle sincérité dans sa voix qu'Élodie sentit les barrières qu'elle avait érigées commencer à se fissurer. Elle avait passé des années à se sentir inférieure, à considérer sa vie comme une succession d'échecs au regard des critères de Julien. Et voilà que cet homme, qui incarnait tout ce que Julien admirait, le succès, la richesse, le pouvoir, lui disait exactement le contraire. Ils parlèrent ensuite du présent, mais avec prudence. Elle resta évasive sur les raisons de son déménagement, évoquant simplement un besoin de changement après une période difficile. Marc n'insista pas. Il comprit qu'il y avait là une blessure qu'elle n'était pas prête à dévoiler. À son tour, il lui parla de la pression qui pesait sur ses épaules, de la solitude qui accompagnait souvent sa position, du sentiment d'être constamment jugé sur son statut et non sur ce qu'il était. Ils étaient dans deux mondes opposés, et pourtant, ils se découvraient une solitude commune. En sortant du café, l'air frais de l'après-midi leur fouetta le visage. Ils marchèrent un instant en silence le long des quais de Saône, regardant les péniches glisser sur l'eau sombre. « Je dois y aller. J'ai une réunion, » dit Marc en s'arrêtant. Une pointe de regret colorait sa voix. « Mais j'ai beaucoup aimé ce moment, Élodie. Vraiment. Moi aussi, » répondit-elle, et c'était la vérité. Il hésita une seconde. « J'aimerais beaucoup vous revoir. Bientôt. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Cette fois, la réponse vint sans l'ombre d'une hésitation, sans que la voix de Julien ne puisse s'interposer. « J'en serais ravi. » Il lui sourit, un de ces sourires qui atteignent les yeux, et s'éloigna. Élodie le regarda partir, une silhouette élégante se fondant dans la foule lyonnaise. Elle resta là quelques minutes, sentant le vent jouer dans ses cheveux. Une partie d'elle voulait fuir, retourner se cacher dans la sécurité de sa petite vie. La peur était toujours là, tenace, lui chuchotant qu'elle n'était pas à sa place, qu'elle allait souffrir à nouveau. Mais une autre partie, plus petite, plus audacieuse, réchauffée par la sincérité de Marc, se demandait ce qui pourrait arriver si, pour une fois, elle choisissait de rester. Pour une fois, elle choisissait l'espoir plutôt que la peur. Leur relation s'est tissée au fil des semaines suivantes, comme les fils délicats d'une tapisserie dont le motif se révélait peu à peu. Ce ne fut pas un coup de foudre flamboyant, mais quelque chose de plus subtil et de bien plus profond, une reconnaissance mutuelle. Une connexion qui semblait transcender les années de silence et les différences flagrantes de leurs vies respectives. Ils commencèrent par des rendez-vous simples, des moments volés qui respectaient la bulle de sécurité d'Élodie. Une promenade dans le parc de la Tête d'Or, un dimanche après-midi, où ils nourrissaient les cygnes et parlaient de leurs livres préférés. Une visite au musée des Beaux-Arts, où ils restèrent longtemps en silence, devant les toiles des impressionnistes, partageant leurs émotions d'un simple regard. Chaque rencontre était une exploration. Élodie découvrait un Marc différent de l'image publique du PDG inaccessible. Il était curieux, attentif, et possédait un humour pince sans rire qui la faisait souvent éclater de rire au moment où elle s'y attendait le moins. Il lui posait des questions sur son travail, non par politesse, mais avec un intérêt sincère. Il voulait savoir quel était le dernier roman qui l'avait bouleversé, comment elle parvenait à deviner les goûts d'un lecteur rien qu'en l'observant. De son côté, Marc se laissait aller à une vulnérabilité qu'il ne pouvait montrer à personne d'autre. Il lui confia le poids de l'héritage familial, la difficulté de succéder à un père brillant, la sensation d'être un imposteur malgré les succès de son entreprise. Auprès d'elle, il n'était pas le CEO, il était juste Marc, le garçon qui collectionnait des bandes dessinées et qui avait peur des araignées. Pourtant, malgré cette intimité grandissante, Élodie restait sur ses gardes. Les cicatrices laissées par Julien étaient profondes, et le sentiment d'illégitimité était un poison lent qui contaminait ses moments de bonheur. Le contraste entre leurs deux mondes devenait de plus en plus flagrant. Un soir, Marc vint la chercher à la librairie. Il avait dû annuler un rendez-vous et proposer un dîner improvisé. Elle accepta, mais quand il la conduisit vers sa voiture, une berline noire luxueuse avec chauffeur, son cœur se serra. L'homme qui ouvrit la portière avec déférence, l'intérieur en cuir immaculé, tout cela criait un univers qui n'était pas le sien. Assise à côté de Marc sur la banquette arrière, glissant silencieusement à travers les rues illuminées de Lyon,
Elle se sentit comme une usurpatrice. Il l'emmena dans un restaurant étoilé au sommet de la colline de Fourvière, avec une vue panoramique sur toute la ville. C'était sublime, féerique et terrifiant. Le sommelier décrivait les vins avec un vocabulaire qu'elle ne comprenait pas. Les serveurs se déplaçaient avec une chorégraphie silencieuse. Chaque plat était une œuvre d'art. Julien l'aurait adoré. Il l'aurait exhibé fièrement avant de critiquer sa façon de tenir sa fourchette dès qu'il serait rentré. Instinctivement, Élodie se recroquevilla. Elle parlait peu, répondait par des phrases courtes, le sourire figé sur ses lèvres. Marc, sensible, le perçut immédiatement. Au milieu du repas, il posa sa fourchette et la regarda tendrement par-dessus la flamme de la bougie. « Vous semblez loin ce soir », dit-il doucement. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait honte, honte de sa gêne, honte de ne pas être à la hauteur. « Je ne suis pas habitué à tout ça, Marc. C'est un peu impressionnant. »« Impressionnant ou inconfortable ?» demanda-t-il avec une perspicacité qui la désarma. « Les deux, avoua-t-elle dans un souffle. Je me sens décalé, comme si je jouais un rôle dans une pièce dont je ne connais pas le texte. » Marc tendit la main par-dessus la table et effleura ses doigts. Son contact était chaud, rassurant. « Alors, arrêtons de jouer. Je vous ai emmené ici parce que je voulais vous offrir quelque chose de beau. Mais si ça ne vous rend pas heureuse, alors c'est moi qui ai tout faux. Le seul endroit qui compte, c'est celui où l'on peut être soi-même, vous et moi. » Il fit un signe discret au maître d'hôtel, demanda l'addition, malgré les protestations confuses d'Élodie, qui ne comprenait pas ce qu'il faisait. 20 minutes plus tard, ils étaient dehors, dans l'air frais de la nuit. « J'ai faim, moi !» dit Marc avec un sourire malicieux. « Je connais un petit bouchon lyonnais près de la Croix-Rousse, où ils font le meilleur saucisson brioché de la ville. Pas de chichi, des nappes à carreaux et beaucoup de bruit. Ça vous dit ?» Élodie le regarda, les lumières de la ville scintillant derrière lui. Dans cet instant, elle comprit qu'il était différent. Il n'essayait pas de l'impressionner ou de la changer. Il essayait de la comprendre. Il cherchait un terrain d'entente, un lieu où elle pourrait le rejoindre sans se trahir. Elle sentit un poids immense quitter ses épaules. « Oui, » dit-elle, un vrai sourire, le premier de la soirée, illuminant son visage. « J'adorerais. » Dans le petit restaurant bondé et bruyant, assis sur des chaises en bois un peu bancales, ils partagèrent un repas simple et délicieux. Ils riaient, parlaient fort pour couvrir le brouhaha, et Élodie se sentit enfin à sa place. Parce que sa place n'était pas dans un décor, mais auprès de lui. En la raccompagnant devant la porte de son immeuble, un silence doux s'installa entre eux. Ils se tenaient sur le trottoir, sous la lumière orangée d'un réverbère. « Merci pour cette soirée, Marc, » dit-elle sincèrement. « Surtout pour la deuxième partie. C'est moi qui vous remercie, Élodie, de m'avoir rappelé ce qui est vraiment important. » Il s'approcha lentement, ses yeux cherchant les siens dans la pénombre. Il n'y avait aucune précipitation, aucune attente pressante, juste une question silencieuse. Élodie sentit son cœur accélérer, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Elle fit un petit pas vers lui, un minuscule signal d'assentiment. Alors, il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'une tendresse infinie. Ce n'était pas un baiser passionné et dévorant, mais un baiser doux, exploratoire, plein de promesses et de respect. Un baiser qui disait « Je te vois, tel que tu es, et c'est toi que je veux ». Quand ils se séparèrent, elle resta quelques secondes les yeux fermés, savourant ce sentiment nouveau, celui de ne pas être jugé, mais d'être choisi. C'était un sentiment aussi fragile qu'une fleur de cerisier, mais elle sentait qu'il avait le pouvoir de prendre racine en elle, et peut-être, un jour, de chasser définitivement les ombres du passé. Le baiser échangé sous le réverbère de la rue de la Charité avait agi comme un sceau, transformant leur complicité naissante en un attachement plus profond. Les jours qui suivirent furent empreints d'une légèreté qu'Élodie n'avait pas connue depuis des années. Elle se surprenait à sourire seule en rangeant les livres, le souvenir du contact des lèvres de Marc provoquant en elle une chaleur persistante. Elle ne flottait pas sur un nuage, ce n'était pas sa nature. Son bonheur était plus ancré, plus conscient.
C'était la joie simple et solide de se sentir respectée et désirée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle aurait dû être. Marc, de son côté, semblait métamorphosé. Ses collaborateurs remarquèrent un changement subtil dans son comportement. Moins de tension dans ses épaules, plus de patience dans ses décisions, des éclairs de gaieté dans ses yeux habituellement graves. Il avait trouvé en Élodie un point d'ancrage, une oasis de vérité dans son monde souvent factice. Il réorganisait son emploi du temps surchargé pour se libérer des moments avec elle. Un message pour lui dire bonjour le matin, un appel en fin de journée juste pour entendre sa voix, des dîners en semaine dans des bistrots de quartier qu'ils découvraient ensemble. Leur intimité se construisit pas à pas. Il vint pour la première fois dans son petit appartement. Élodie avait passé la journée à ranger, angoissée à l'idée qu'il trouve son intérieur modeste, voire misérable. La voix de Julien la raillait. « Il va comparer ça, ses appartements à Neuilly et à Genève. Prépare-toi à la pitié. » Mais quand Marc entra, son regard ne s'attarda pas sur le canapé usé ou la petite cuisine. Il fut immédiatement attiré par les murs couverts de bibliothèques. Il s'approcha, passant ses doigts sur les tranches des livres comme un pèlerin touchant des reliques. « C'est ça, votre vrai trésor », murmura-t-il. Il prit un vieil exemplaire de Belle du Seigneur, la couverture écornée. « Je vois que vous l'avez lu plusieurs fois. »« Une dizaine, » admit-elle en rougissant. « C'est mon refuge et ma torture. » Ils passèrent 1 heure à parler de livres, assis par terre entre les étagères. Il lui montra les siens, les quelques ouvrages précieux qu'elle avait conservés de sa famille, les éditions bon marché qu'elle avait achetées avec ses premiers salaires. Il regardait son univers, non pas avec condescendance, mais avec une admiration tendre. Ce soir-là, il ne partit pas. Il resta, et leur amour physique fut à l'image de leur connexion émotionnelle. Doux, patient, une exploration mutuelle où la tendresse primait sur la passion brute. Dans ses bras, pour la première fois depuis une éternité, Élodie ne se sentit pas jugée. Elle se sentit belle. Pourtant, la réalité de leurs 2 mondes continuait de créer des frictions, non pas entre eux, mais à l'intérieur d'Élodie. Marc souhaitait l'intégrer davantage à sa vie. Il lui proposa de l'accompagner à Paris pour un week-end. Il avait une réunion le vendredi, mais ils auraient tout le samedi et le dimanche pour eux. On pourrait aller au Louvre, se promener à Montmartre, je vous emmènerai dans une de mes brasseries préférées. Son enthousiasme était contagieux, mais l'idée de Paris, de son monde à lui, la glaça d'effroi. Paris, c'était le territoire de Julien. C'était là qu'il allait pour ses séminaires, revenant avec des histoires de soirées chics et de gens importants. Paris, c'était le symbole de tout ce qu'elle n'était pas. Je ne sais pas, Marc, c'est un peu rapide. Et le travail, je peux m'arranger pour vos billets de train. Et pour votre absence, vous pourriez peut-être poser un jour, je suis sûr que monsieur Antoine comprendrait. Sa gentillesse rendait son refus encore plus difficile. Il ne voyait pas le problème, car pour lui, il n'y en avait pas. Comment lui expliquer cette peur irrationnelle, cette certitude qu'elle serait démasquée, humiliée, une fois plongée dans son véritable élément? « Laisse-moi réfléchir », dit-elle finalement, la voix tendue. Le lendemain, à la librairie, elle était perdue dans ses pensées. Chaque client qui entrait lui semblait la dévisager, la juger. Une femme très élégante, sac de marque au bras, lui demanda un conseil pour un cadeau. Élodie se sentit immédiatement inférieure, intimidée par son assurance, son parfum coûteux, sa manucure parfaite. « Voilà les femmes que Marc fréquente », pensa-t-elle amèrement. « Et moi, j'ai les mains sèches à force de manipuler des cartons. » Elle en parla à demi-mot à monsieur Antoine, cet homme à la sagesse tranquille qui était devenu une sorte de confident. « J'ai peur de ne pas être à ma place, vous comprenez ?» conclut-elle, sans nommer Marc. Le vieil homme ajusta ses lunettes et la regarda par-dessus. « Ma chère Élodie, la seule place à laquelle nous devons veiller à appartenir, c'est celle que l'on se choisit pour soi-même. Si cet homme vous fait sentir que vous n'êtes pas assez bien, alors il n'est pas le bon. Mais si c'est seulement la peur qui vous parle, vous risquez de passer à côté de quelque chose de précieux en l'écoutant. La peur est une très mauvaise conseillère en matière de bonheur. » Ces mots résonnèrent en elle. Était-ce Marc qui la faisait se sentir ainsi? Non, jamais.
C'était elle. C'était l'écho des années de dévalorisation. Elle comprenait soudain que fuir Paris, c'était donner raison à Julien. C'était lui accorder une victoire posthume. C'était admettre qu'elle était en effet finie. Le soir, elle appela Marc. Sa voix était ferme. « Pour Paris, c'est oui. J'adorerais venir. » Elle sentit son sourire à travers le téléphone. « Merveilleux. Vous ne le regretterez pas. » Le voyage en train fut une épreuve nerveuse. Chaque kilomètre qui la rapprochait de Paris augmentait son anxiété. Que devait-elle emporter? Rien dans sa valise ne semblait approprié. Mais en arrivant à la gare de Lyon, elle le vit qui l'attendait sur le quai. Il n'était pas avec son chauffeur, mais seul, tenant un petit bouquet de frésia, ses fleurs préférées dont elle lui avait parlé une fois. Ce simple geste désarma toutes ses craintes. Ils séjournèrent dans un hôtel de charme à Saint-Germain-des-Prés. Pas un palace ostentatoire, mais un lieu plein d'histoire et de caractère, avec une cour intérieure envahie de lierre. Marc ne cherchait pas à l'éblouir, mais à partager. Il ne l'emmena pas dans des lieux branchés où elle se serait sentie mal à l'aise, mais chez des bouquinistes, sur les quais de Seine, dans des petites galeries d'art du Marais, dans un cinéma d'art et d'essai qui projetait un vieux film italien. Le samedi soir, il l'emmena dîner. C'était un restaurant élégant à Montmartre, mais l'ambiance était chaleureuse, presque familiale. Au cours du repas, Marc devint soudainement sérieux. « Élodie, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son ton la fit frissonner. « Qu'y a-t-il ? Je tiens énormément à toi, plus que je ne l'aurais cru possible. Ce que nous avons, c'est réel pour moi, et je ne veux plus le cacher. L'entreprise organise un grand gala de charité le mois prochain, ici, à Paris. C'est un événement très important pour moi, très médiatisé, et j'aimerais que tu sois à mes côtés, comme ma compagne. » La proposition tomba sur elle comme une chape de plomb. Un gala médiatisé. Les photographes, les journalistes, le gratin de la finance et de l'industrie, tout ce qu'elle fuyait, c'était l'épreuve du feu, le test ultime. Dire oui, c'était sortir de l'ombre, s'exposer au jugement du monde entier et surtout risquer que Julien l'apprenne. Que dirait-il? Que ferait-il? Le voir la regarder, lui, l'homme qu'elle aimait, avec tant de confiance et d'espoir, rendait un refus impossible. Accepter pourtant lui semblait être un saut du haut d'une falaise, sans savoir s'il y aurait de l'eau en bas pour la recevoir. La question de Marc resta suspendue dans le silence feutré du restaurant, flottant au-dessus des verres en cristal et des assiettes en porcelaine. Un gala. À ses côtés, ces quelques mots suffirent à faire s'écrouler le fragile château de cartes de la confiance qu'Élodie avait si péniblement commencé à construire. Le bruit joyeux du restaurant s'estompa, remplacé par un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Son esprit projeta instantanément des images cauchemardesques, des flashs d'appareils photo crépitant comme des armes, des regards froids et calculateurs, la déshabillant du regard, des chuchotements dans son dos. Qui est-elle? D'où sort-elle? Regarde sa robe tellement provinciale. Et par-dessus tout, la voix de Julien triomphante. Te voilà, ma petite chose banale, perdue au milieu des vrais gens. Tu vois bien que tu n'as rien à faire là. Elle sentit la couleur quitter son visage. Ses mains, posées sur ses genoux sous la table, devinrent moites. Elle essaya de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Un gala, répéta-t-elle d'une voix qui n'était qu'un souffle. Mais Marc, ce n'est pas mon monde. Je ne saurais pas comment me comporter, quoi dire. Je serais un boulet pour toi. Il la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de doute, seulement une profonde tendresse. Il ne minimisa pas sa peur, ne la balaya pas d'un revers de main condescendant, il l'accueillit. « Le seul monde qui m'importe, c'est celui que je construis avec toi, » dit-il posément. « Quant à te comporter, sois simplement toi-même. C'est la personne que je veux à mes côtés. Je ne te demande pas de faire un discours sur la finance internationale. Je te demande juste de me tenir la main. » Il marqua une pause, sentant sa détresse. « Mais écoute-moi, Élodie. Ceci n'est pas un ordre, ni une obligation. Si l'idée même te cause la moindre angoisse, alors nous n'irons pas. Ou plutôt, j'irai seul. Ton bien-être passe avant n'importe quel événement mondain. La question est-ce que tu en as envie, au fond de toi? Même juste un petit peu. » Sa question était un cadeau. Il lui donnait le choix, le pouvoir. Il ne la poussait pas.
Il l'invitait. Elle prit une profonde inspiration, essayant de faire taire le vacarme dans sa tête. Elle pensa à Monsieur Antoine, lui disant que la peur était une mauvaise conseillère. Elle pensa à la sécurité de sa petite vie à Lyon, son appartement, sa librairie. C'était un cocon confortable, mais un cocon est aussi une prison. Refuser, c'était rester dedans, laisser la peur gagner. C'était accepter pour toujours l'étiquette que Julien lui avait collée sur le front. C'était admettre qu'il avait eu raison. Et soudain, une vague de défiance, une étincelle de colère salutaire la traversa. Non, elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Ce n'était pas seulement pour Marc qu'elle devait le faire, c'était pour elle, pour la femme qu'elle aspirait à redevenir. Elle releva le menton et son regard croisa le sien. « Oui, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Oui, j'en ai envie. Je serai là. » Le soulagement et la joie qui inondèrent le visage de Marc furent sa première récompense. Pour le reste de la soirée, il ne fut plus question du gala. Il la sentait fragile et fit tout pour la ramener dans le présent, dans la bulle de leur intimité, la faisant rire avec des anecdotes sur son enfance et des imitations de leurs anciens professeurs. Mais de retour à Lyon, l'angoisse revint en force, se cristallisant autour d'une question en apparence futile, mais en réalité essentielle. La robe. Elle passa un samedi après-midi à faire les boutiques du centre-ville, mais ce fut un désastre. Dans les enseignes de grande distribution, tout lui paraissait banal, mal coupé. Dans les boutiques de luxe de la rue du président Édouard Herriot, elle se sentait observée, jugée par les vendeuses élégantes qui semblaient deviner au premier coup d'œil qu'elle n'avait pas sa place ici. Chaque robe qu'elle essayait était un costume qui la déguisait ou la ridiculisait. Elle se voyait dans le miroir, mais ne se reconnaissait pas. Elle voyait une institutrice de province, essayant de jouer à la grande dame. Désespérée, elle finit par en parler à Marc au téléphone, tentant de minimiser son désarroi. « Je ne trouve rien, c'est tout. Ne t'inquiète pas, je finirai bien par dénicher une petite robe noire. »« Non, dit-il fermement mais avec douceur. Je ne veux pas que tu déniches quelque chose. Je veux que tu te sentes magnifique. Laisse-moi faire. J'ai une amie, Chloé, qui est créatrice de mode. Elle a une boutique-atelier privée à Paris. Elle est adorable, pas du tout snob. Elle a un talent fou pour comprendre les femmes. Accepterais-tu de la rencontrer? Je lui parlerai de toi. C'est juste une proposition, sans aucune pression. » Élodie hésita. L'idée de se retrouver face à une créatrice de mode parisienne était terrifiante, mais elle était à court de solutions, et elle faisait confiance au jugement de Marc. Elle accepta. Le week-end suivant, elle retourna à Paris. L'atelier de Chloé se trouvait dans une cour pavée et cachée du haut marais. Ce n'était pas une boutique froide et intimidante, mais un espace lumineux et chaleureux, rempli de rouleaux de tissu, de croquis épinglés au mur et de mannequins drapés de créations en cours. Chloé était une femme d'une quarantaine d'années, énergique, avec un regard pétillant d'intelligence. Elle accueillit Élodie avec un grand sourire, sans la moindre once de condescendance. « Alors, c'est vous la fameuse Élodie ?» Marc ne tarit pas d'éloge. « Entrez, mettez-vous à l'aise. Il m'a parlé de ce gala, une vraie fosse au lion, n'est-ce pas? L'important n'est pas de porter une armure, mais de trouver une tenue qui soit votre allié. » Chloé ne lui proposa pas de robe immédiatement. Elle lui offrit un thé et elles discutèrent pendant près d'1 heure, de tout et de rien, de livres, de voyages, des couleurs qu'elle aimait. Chloé l'observait, l'écoutait. Puis elle se leva. « J'ai une idée, dit-elle. Attendez-moi ici. » Elle revint avec une seule robe, suspendue sur un cintre en bois. Ce n'était ni noir, ni rouge, ni pailleté. C'était une robe longue, fluide, d'un vert émeraude profond et intense. La coupe était d'une simplicité désarmante, mais d'une élégance absolue. Un décolleté en V discret, des manches longues et évasées, un tissu soyeux qui semblait capter la lumière. « Essayez-la, » dit Chloé doucement. Dans la cabine d'essayage, Élodie enfila la robe. Le tissu glissa sur sa peau comme de l'eau. Quand elle se regarda dans le grand miroir, elle retint son souffle. Ce n'était pas un déguisement. La robe ne l'effaçait pas, elle la révélait. La couleur faisait ressortir les reflets de ses cheveux châtains et la lueur de ses yeux. La coupe allongeait sa silhouette sans la contraindre. Elle n'était pas une autre femme.
Elle était elle-même, mais en pleine lumière. Une version d'elle qu'elle n'avait pas vue depuis une décennie. Une femme élégante, sereine, digne. Quand elle sortit de la cabine, Chloé sourit. « Voilà, ce n'est pas une robe pour se cacher, Élodie. C'est une robe pour être vue, pour ce que vous êtes. » En cet instant, dans cette cour parisienne cachée, Élodie comprit que le gala ne serait pas une épreuve, mais une chance. La chance de montrer, à elle-même avant tout, que la femme que Julien avait qualifiée de banale et finie n'avait jamais vraiment existé que dans son regard à lui. Le soir du gala, l'air dans la suite de l'hôtel parisien était lourd de non-dits et de parfums de luxe. La robe vert émeraude était suspendue à la porte de l'armoire, captant la lumière douce des lampes de chevet. Elle semblait presque vivante, une promesse silencieuse de métamorphose. Élodie était assise sur le bord du lit, les mains crispées sur les genoux, le cœur battant une mesure anarchique. Elle avait passé plus d'1 heure à se préparer, aidée par une coiffeuse et une maquilleuse que Marc, avec une infinie prévenance, avait engagée pour elle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple qui dégageait sa nuque, et son maquillage était léger, rehaussant ses traits sans les masquer. Elle se sentait comme une actrice avant son entrée en scène, terrifiée à l'idée d'oublier son texte, ou pire, de se rendre compte qu'elle n'avait jamais été faite pour ce rôle. On frappa doucement à la porte. C'était Marc. Quand il entra, son regard se posa sur elle et il s'arrêta net. Il était spectaculaire dans son smoking noir, d'une élégance sobre et puissante. Mais tout s'effaça devant l'expression de son visage, un mélange d'admiration, de tendresse et d'une sorte d'émerveillement qui la fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. « Élodie » souffla-t-il, s'approchant lentement comme on s'approche d'une œuvre d'art fragile. « Tu es au-delà des mots. »« N'exagère pas » murmura-t-elle, trahissant sa nervosité. « C'est la robe qui fait tout. »« Non. » dit-il en posant délicatement ses mains sur ses épaules, ses yeux plongeant dans les siens. La robe ne fait que mettre en lumière ce qui était déjà là. C'est toi, toi seul. Ce compliment venant de lui était un baume. Il ne la comparait à personne, il ne la jaugeait pas, il la voyait. « J'ai peur, Marc, avoua-t-elle finalement. Je sais, reste près de moi. Pense que ce n'est qu'une soirée, un jeu. Et n'oublie pas, ce soir je ne suis pas le PDG de la maison de Lattre. Je suis juste l'homme le plus chanceux de la salle, parce que c'est ma main que tu tiendras. » Le gala avait lieu au Petit Palais. En descendant de la voiture, Élodie fut aveuglée par le crépitement des flashs. Une horde de photographes se pressait derrière des cordons de velours rouge, hurlant les noms des arrivants. Elle sentit la panique la saisir, une envie irrépressible de faire demi-tour, de fuir et de disparaître. Mais la main de Marc se resserra sur la sienne, un ancrage solide dans la tempête. Il la guida sur le tapis rouge, un bras protecteur autour de sa taille, son corps faisant un rempart subtil contre la frénésie ambiante. Il avançait avec une aisance déconcertante, saluant d'un signe de tête, souriant poliment, ne s'arrêtant jamais. En quelques secondes qui lui parurent une éternité, ils furent à l'intérieur. Le contraste fut saisissant. Le brouhaha agressif de l'extérieur laissa place au son feutré des conversations, au tintement des coupes de champagne et à la musique d'un quatuor à cordes qui jouait dans la galerie principale. La splendeur du lieu était à couper le souffle. Des lustres monumentaux pendaient des plafonds peints, la lumière se reflétant sur les dorures et les mosaïques. Une foule élégante déambulait dans le jardin intérieur et sous les grandes verrières. Des femmes aux allures de déesses dans des robes de créateurs, des hommes d'affaires puissants discutant en petits groupes. Élodie se sentit minuscule, une intruse dans ce panthéon des temps modernes. « Respire », lui murmura Marc à l'oreille. « Nous allons juste dire bonjour à quelques personnes, puis nous pourrons nous éclipser dans le jardin si tu le souhaites. » Presque immédiatement, un couple âgé et distingué s'approcha. L'homme, qui devait être un membre du conseil d'administration, salua Marc chaleureusement avant de laisser son regard glisser sur Élodie avec une curiosité à peine voilée. « Marc, mon cher ami, quelle soirée magnifique! Et vous ne nous présentez pas ?» Marc resserra imperceptiblement sa prise sur la main d'Élodie. « Monsieur Lenoir, madame, permettez-moi,
de vous présenter Élodie Bernard, ma compagne. Le mot résonna dans l'air, public, officiel, ma compagne. C'était la première fois qu'il le disait devant d'autres personnes. Élodie sentit son cœur faire un bond. Elle tendit la main, priant pour qu'elle ne tremble pas. Enchantée, dit-elle, sa voix étonnamment stable. La femme de Monsieur Lenoir, une femme au brushing impeccable et au collier de perles, lui adressa un sourire poli mais distant. « Bernard, vous êtes de la famille des banquiers, Bernard ?» Le piège. La question sur les origines, le pédigré. « Non, absolument pas, » répondit Élodie avec un calme qu'elle ne se connaissait pas. Juste des Bernard d'Auvergne, sans pédigré particulier. Un petit silence s'installa. C'est alors que Marc intervint, son ton léger mais ferme. Et c'est justement ce qui fait tout son charme. Élodie dirige avec brio une charmante librairie à Lyon, un havre de culture. Vous devriez y passer, Madame Lenoir, vous qui aimez les premières éditions. Le couple parut un instant déconcerté par cette réponse qui déjouait les codes, puis passa à autre chose. Mais Élodie avait compris. Marc ne la laisserait jamais se faire enfermer dans leur case. Il la définissait par ce qu'elle était, ce qu'elle aimait, et non par ce qu'elle possédait ou d'où elle venait. Rassurée, elle commença à observer la soirée avec un peu plus de détachement. Elle découvrit qu'au-delà des apparences, ces gens n'étaient que des gens. Certains semblaient s'ennuyer profondément, d'autres étaient aussi nerveux qu'elle. Ils croisèrent un artiste contemporain, avec qui elle put échanger quelques mots sur une exposition qu'elle avait vue, et il parut ravi de parler d'autre chose que de la cote de ses œuvres. Lentement, la femme banale se taisait en elle, laissant place à Élodie Bernard, une femme qui aimait l'art, les livres, et qui avait des choses à dire. Ce fut au moment où il prenait une coupe de champagne qu'un homme plus jeune, au sourire carnassier et tenant un carnet, les aborda. Il ne faisait pas partie des invités. C'était un journaliste d'un magazine People influent. « Monsieur Delattre, bonsoir. Une soirée spectaculaire. Vous nous permettrez une question? Vous êtes ce soir accompagné. Le monde des affaires s'interroge. Est-ce l'annonce d'une nouvelle ère pour l'un des célibataires les plus convoités de France ?» La question était directe, invasive. Les sourires polis se figèrent autour d'eux. Le silence se fit. Les oreilles se tendirent. C'était l'instant de bascule. Le moment où leur histoire privée allait devenir un sujet public. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Marc resta imperturbable. Il posa sa coupe et prit Élodie par la taille, la ramenant contre lui, un geste à la fois protecteur et possessif. Il regarda le journaliste droit dans les yeux. « Ce soir, je suis ici pour soutenir une cause qui m'est chère. Mais puisque vous me le demandez, je suis surtout ici en tant qu'homme, et non en tant que PDG. Et l'homme que je suis est simplement heureux de vous présenter celle qui partage sa vie. Son nom est Élodie Bernard. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » L'homme, sur ces mots, il leur tourna le dos, emmenant Élodie vers le jardin, loin des regards curieux. Le message était clair. La discussion était close. Debout sous la lune parisienne, au milieu des statues et des parterres de fleurs, le bruit de la fête leur parvenant en sourdine, Élodie tremblait. « Ça y est, murmura-t-elle. Demain, ce sera dans les journaux. »« Oui, » dit Marc gravement, en prenant son visage entre ses mains. « Et ça ne changera rien entre nous. Tu m'entends? Rien. » Elle le regarda, voyant la détermination dans ses yeux. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Ils étaient deux face à elle, deux face au monde. Le retour à Lyon fut un atterrissage brutal, le passage d'un rêve éveillé à une réalité teintée d'appréhension. Le lundi matin, en poussant la porte de la librairie, Élodie se sentit comme une fugitive regagnant sa cachette. L'odeur familière des vieux livres, le grincement du parquet, le sourire bienveillant de Monsieur Antoine. Tout était un baume sur ses nerfs à vif. Elle avait passé le dimanche à essayer de ne pas y penser, de ne pas se connecter à Internet, de ne pas imaginer les articles qui fleurissaient probablement déjà. Marc l'avait appelé plusieurs fois, sa voix un filin de sécurité tendu au-dessus du vide. Il lui avait assuré qu'il avait demandé à son service de communication de rester discret, de ne pas alimenter la machine. Mais il l'avait prévenu. Une fois l'histoire lancée, il serait difficile de l'arrêter. Alors, ce week-end à Paris,
Vous avez l'air à la fois éblouie et épuisée, ma petite, lui lança Monsieur Antoine en dépoussiérant une pile de nouveautés. Un peu des deux, répondit Élodie avec un faible sourire. Elle passa la matinée à se perdre dans les tâches routinières, un antidote bienvenu au chaos de ses pensées. Ranger les commandes, étiqueter les livres, conseiller une cliente sur un roman policier. Chaque action était une affirmation de normalité, un retour à la femme qu'elle était avant le gala, avant Marc. Mais elle sentait les regards, les habitués du quartier, qui d'habitude lui adressaient un simple « bonjour », semblaient la dévisager une seconde de plus. Y avait-il une pointe de curiosité, d'interrogation dans leurs yeux? Ou était-ce son imagination qui lui jouait des tours? La tempête se déchaîna à l'heure du déjeuner. Une jeune employée de la boutique voisine entra, un magazine People à la main, qu'elle posa négligemment sur le comptoir, le visage rayonnant. « Regardez, c'est dingue, c'est vous, on en parle partout sur Internet ce matin, le PDG de Delattre et une mystérieuse lyonnaise. » Le cœur d'Élodie cessa de battre. Sur la couverture, en médaillon, une photo d'elle et de Marc sur le tapis rouge, une photo volée où elle semblait éblouie et vulnérable, se crispant à son bras. Le titre principal était consacré à une actrice en vogue, mais le bandeau en haut de la page était sans équivoque. Marc Delattre, qui est l'inconnu qui a ravi le cœur du millionnaire le plus secret de France? Élodie sentit le sang quitter son visage. La jeune femme, inconsciente de son désarroi, continua sur sa lancée. « Ils disent que vous êtes une ancienne prof qui s'est reconvertie, une Cendrillon des temps modernes. C'est tellement romantique. » Cendrillon, inconnu, ancienne prof. Les mots la frappèrent avec la violence d'une gifle. Ils la réduisaient à une caricature, un cliché de conte de fées, la dépouillant de son histoire, de sa complexité, de sa propre identité. Elle n'était plus Élodie Bernard. Elle était l'accessoire d'un homme riche, une anecdote dans la biographie d'un autre. Toute la fierté qu'elle avait ressentie dans sa robe émeraude, toute l'assurance que les paroles de Marc lui avaient insufflée, tout s'évapora remplacé par une humiliation cuisante. Monsieur Antoine, voyant sa pâleur, s'approcha. Il prit délicatement le magazine des mains de la jeune femme. « Merci pour l'information, mademoiselle. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons beaucoup de travail. » Son ton était poli, mais sans appel. Il attendit qu'elle soit partie, puis il jeta la revue dans la poubelle derrière le comptoir avec un geste de dégoût. « Le papier ne sert qu'à envelopper le poisson, » dit-il sobrement. « N'écoutez pas ces sottises, Élodie. Les gens qui ne vous connaissent pas n'ont aucun pouvoir sur vous, sauf si vous le leur donnez. » Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Durant l'après-midi, elle se surprit à faire ce qu'elle s'était juré de ne pas faire. Elle chercha son nom sur Internet depuis le petit ordinateur de la librairie. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. Des dizaines d'articles de blogs et de sites d'actualité People avaient repris l'histoire. Les titres étaient tout plus sensationnalistes les uns que les autres. Ils avaient trouvé son ancienne école à Clermont-Ferrand. Certains articles, sous couvert de la dépeindre comme une femme simple et authentique, la décrivaient avec une condescendance à peine voilée. L'ex-institutrice sans grade, la discrète provinciale, un changement rafraîchissant après les habituelles héritières et top modèles qui gravitaient autour de l'empire Delattre. Chaque mot était une pique, chaque phrase la ramenait à sa condition, à ce sentiment d'imposture qu'elle combattait sans relâche. Elle se sentait violée, sa vie disséquée, réécrite par des inconnus pour vendre une histoire romanesque. Elle avait quitté Clermont-Ferrand pour échapper au regard d'un seul homme, et la voilà maintenant exposée au jugement de milliers de personnes. La panique montait en elle, une vague glaciale qui menaçait de la submerger. En rentrant chez elle le soir, elle se sentait épuisée, vidée. La ville de Lyon, qui avait été son refuge, lui semblait hostile. Chaque passant semblait la reconnaître, la juger. Elle avait hâte de s'enfermer dans son appartement, de tirer les rideaux et de disparaître du monde. Elle se fit un thé, s'enroula dans un plaid sur son canapé, essayant de se calmer en lisant quelques pages d'un roman. Mais les mots dansaient devant ses yeux, se superposant aux titres cruels des articles. Elle pensait à Marc, se demandant comment il pouvait supporter cette pression en permanence.
Elle se sentait soudain très loin de lui, séparée par un fossé de notoriété et d'expérience qu'elle ne pourrait jamais combler. C'est alors que son téléphone, posé sur la table basse, vibra. Elle pensa que c'était Marc et s'en saisit avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Mais le nom qui s'afficha sur l'écran la figea sur place, un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, un nom qu'elle espérait ne jamais revoir, Julien Morel. Le message était court, d'une simplicité désarmante et d'une perversité absolue. « J'ai vu les articles, quelle histoire. J'espère que tu vas bien au milieu de tout ça. Ils ne te connaissent pas comme je te connais. Fais attention à toi, Élodie. » Chaque mot était calculé. La fausse sollicitude, la référence à leur passé commun, comme un secret qu'eux seuls partageaient. L'avertissement paternaliste. Ce n'était pas un message de soutien. C'était une affirmation de pouvoir. Il lui rappelait qu'il la connaissait, qu'il la possédait d'une certaine manière et qu'il serait toujours là, dans l'ombre, à la juger. La dernière phrase, surtout, sonnait comme une menace voilée. « Fais attention à toi ». Le téléphone lui glissa des mains et tomba sans bruit sur le tapis. Elle resta là, immobile, le souffle court. Le monde extérieur, les journalistes, les curieux, tout cela était effrayant. Mais ça, c'était pire. Le passé, celui qu'elle avait tenté d'enterrer si profondément, venait de frapper à sa porte, et elle n'avait nulle part où se cacher. Le silence dans le petit appartement de la rue de la Charité devint soudain lourd, oppressant. Le message de Julien n'était pas seulement une incursion, c'était une invasion. Il avait franchi les kilomètres, traversé les mois de silence pour venir la poignarder dans son propre sanctuaire, avec des mots soigneusement choisis pour faire le plus de dégâts possible. Chaque syllabe était un poison. « J'espère que tu vas bien. » La fausse compassion qui niait toute responsabilité. « Ils ne te connaissent pas comme je te connais. » La phrase la plus cruelle. Elle sous-entendait que l'image publique, l'amour de Marc, tout n'était qu'un malentendu, une façade. Elle insinuait que lui, Julien, était le seul dépositaire de sa vraie nature, la femme banale, la femme finie. Il la ramenait à son statut de prisonnière, lui rappelant que même libre, il détenait encore les clés de sa cellule psychologique. Élodie resta prostrée sur le canapé, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Elle n'avait pas froid. C'était une réaction viscérale, la mémoire de son corps qui se souvenait de la peur, de l'humiliation, du sentiment constant d'être inadéquate. Elle avait l'impression que Julien était là, dans la pièce, la regardant avec ce petit sourire en coin qu'il arborait quand il l'avait poussée à bout. C'était sa plus grande victoire à lui prouver qu'elle ne pourrait jamais lui échapper. Le téléphone sonna, le nom de Marc s'afficha, et son premier réflexe fut de l'ignorer. Comment lui parler? Quelle voix aurait-elle? Une partie d'elle avait honte. Honte que Julien ait encore ce pouvoir sur elle. Honte d'être si fragile. Julien avait raison. Marc voyait en elle une femme forte, sereine. Il voyait la femme dans la robe émeraude. Il ne connaissait pas celle qui était recroquevillée sur son canapé, terrorisée par quelques lignes sur un écran. Elle laissa sonner, le cœur lourd. Quelques secondes plus tard, un message de Marc. « Tout va bien, je m'inquiète, tu ne m'as pas répondu. »« J'arrive. » La panique la submergea. Il arrive. Non, pas maintenant. Il ne devait pas la voir comme ça, défaite. Elle se leva d'un bond, tenta de lisser ses vêtements, passa ses mains sur son visage pour effacer les traces de son angoisse. Elle songea même à cacher son téléphone, dissimuler, nier, les vieux réflexes de survie qu'elle avait développés pendant son mariage. Ne pas faire de vagues, prétendre que tout va bien. Mais quand on frappa à la porte, 20 minutes plus tard, elle sut qu'elle ne pourrait pas jouer la comédie. Marc la connaissait trop bien maintenant. Il lisait en elle comme dans un livre ouvert. Elle ouvrit. Il se tenait sur le palier, le visage crispé par l'inquiétude. Il n'avait pas enlevé son manteau. « Élodie, je suis désolé de débarquer, mais tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les articles ?» Elle secoua la tête, incapable de parler, et recula pour le laisser entrer. Il ferma la porte derrière lui et la suivit dans le salon. Il vit immédiatement son téléphone, face retournée sur la table basse, et son plaid en boule sur le canapé. L'atmosphère de la pièce était chargée d'une tension palpable. Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. Elles étaient glacées. « Parle-moi, dit-il d'une voix douce. S'il te plaît,
Quoi que ce soit, nous y ferons face ensemble. Les larmes qu'elle avait retenues montèrent et débordèrent. Ce n'est rien, mentit-elle, la voix brisée. Je suis juste fatigué par toute cette histoire. C'est stupide. Non, dit-il fermement, mais sans la brusquer. Ce n'est pas stupide, mais ce n'est pas que la fatigue. Je le vois bien. Laisse-moi t'aider. Poussée par un instinct qui lui disait que le mensonge serait pire que la vérité, que se cacher de lui serait une trahison, elle ramassa le téléphone d'une main tremblante et le lui tendit sans un mot. Marc prit l'appareil. Ses yeux parcoururent le message de Julien une première fois, rapidement, puis une seconde fois, lentement, chaque mot s'imprimant en lui. Élodie observa son visage se transformer. L'inquiétude laissa place à une froide colère. Ses mâchoires se contractèrent. Un éclair dur passa dans son regard. Il releva les yeux vers elle, mais la colère avait déjà disparu, remplacée par une profonde et douloureuse empathie. Ce qu'il voyait, ce n'était pas la femme qui avait été humiliée. C'était la femme qu'il aimait, en souffrance. Il posa le téléphone délicatement, comme si c'était un objet toxique. « C'est pour ça que tu trembles », murmura-t-il. Il la prit dans ses bras, l'attirant contre lui, et elle s'effondra, son corps entier secoué de sanglots silencieux. Il ne dit rien pendant un long moment, la laissant pleurer, caressant doucement ses cheveux, sa présence une forteresse solide autour d'elle. « Je suis désolé, sanglota-t-elle contre son torse. « Je suis tellement désolé que tu doives voir ça, cette faiblesse. »« Chut !» fit-il en resserrant son étreinte. « Ce n'est pas de la faiblesse, Élodie, c'est la conséquence d'une blessure, une blessure qu'il a ouverte et sur laquelle il s'acharne à appuyer. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que cet homme écrit, c'est l'effet que ces mots ont sur toi. Dis-moi ce que tu ressens. Aide-moi à comprendre. » Sa demande était si pure, si dénuée de jugement, qu'elle réussit à articuler entre deux sanglots. « J'ai l'impression qu'il a raison, que vous voyez tous quelque chose qui n'existe pas, que tu vois une femme élégante et intelligente, mais que lui seul sait que ce n'est qu'un décor, et qu'un jour tu le verras aussi, et tu seras déçu. » C'était la première fois qu'elle mettait des mots sur sa peur la plus profonde. Marc s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux, ses mains tenant fermement son visage. « Élodie, écoute-moi, cet homme ne sait rien de toi. Il ne connaît que la version de toi qu'il a tenté de détruire. Ce n'est pas toi, ça. La femme que j'aime, ce n'est pas un décor. C'est la femme qui s'illumine quand elle parle de littérature. Celle qui a le courage de tout recommencer à zéro dans une nouvelle ville. Celle qui a organisé une soirée littéraire parfaite avec 3 bouts de ficelle. C'est celle qui a affronté ses peurs pour venir à ce gala idiot pour moi. C'est cette femme-là que je vois. La seule. Lui, il n'est qu'un fantôme, un écho du passé. Il n'a de pouvoir que celui que tu lui laisses. » Il marqua une pause. « As-tu répondu ?» Elle secoua la tête. « Non, je n'ai rien fait. J'étais paralysé. Bien, alors ne le fais pas. Ne lui donne rien. Pas une réponse, pas une émotion. Ton silence sera ta plus grande force. Efface ce message. Et si tu es d'accord, bloque son numéro, coupe le dernier fil qui le relie à toi. » La suggestion était simple, logique. Et pourtant, elle lui parut révolutionnaire. L'idée de pouvoir, d'un simple geste, le bannir de sa vie numérique, de lui refuser l'accès. C'était une idée qu'elle n'avait jamais osé envisager. C'était reprendre le contrôle. D'un doigt encore tremblant, sous le regard encourageant de Marc, elle ouvrit ses contacts, trouva le nom de Julien Morel et appuya sur « Bloquer ce correspondant ». Une confirmation s'afficha. Elle appuya sur « Bloquer ». C'était fait. Elle releva les yeux vers Marc, un poids immense qu'elle portait depuis des années sans même en avoir pleine conscience, venait de s'évanouir. « Merci », murmura-t-elle, sa voix rauque mais ferme. « Je ne lâcherai pas ta main », répondit-il en la serrant de nouveau contre lui. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il resta, dormant à ses côtés, pas dans une étreinte passionnée, mais dans une présence rassurante, un gardien silencieux veillant sur son sommeil, enfin apaisé. Leur relation venait de franchir une étape cruciale. L'épreuve qui aurait dû les séparer n'avait fait que cimenter leur union, la forgeant non plus seulement dans la joie de la découverte, mais dans la solidité du soutien face à l'adversité. Le fantôme de Julien avait tenté de les détruire, mais n'avait réussi qu'à leur montrer à quel point ils étaient déjà devenus indispensables l'un à l'autre.
Les jours qui suivirent cette nuit de tempête et de réconciliation furent étrangement calmes, comme la mer après le passage d'un ouragan. Le numéro de Julien était bloqué, sa voix réduite au silence dans le monde numérique d'Élodie. Cet acte simple avait eu un effet libérateur inattendu. C'était la première fois qu'elle prenait une décision active pour se protéger de lui. Une décision non pas de fuite, mais de confrontation silencieuse. Marc, sentant son besoin de retrouver une routine, se montra présent mais discret, lui laissant l'espace nécessaire pour respirer, pour se réapproprier son quotidien. Cependant, la quiétude n'était qu'apparente. À l'extérieur des murs de son appartement et de la librairie, leur histoire continuait de vivre sa propre vie. La curiosité du public ne s'était pas éteinte. La librairie, le labyrinthe des mots, était devenue, à son grand dam, une sorte d'attraction touristique. Des curieux entraient, non pas pour acheter des livres, mais pour l'apercevoir, elle, la petite amie du milliardaire. Ils la dévisageaient discrètement entre les rayons, chuchotant entre eux. Au début, chaque regard était une agression, ravivant son sentiment d'imposture. Puis, lentement, quelque chose changea en elle. L'épreuve qu'elle venait de traverser avec Marc, la certitude de son soutien inconditionnel avait solidifié ses fondations. Un après-midi, deux femmes particulièrement bien habillées entrèrent, parcoururent les étagères d'un air dédaigneux, avant de s'arrêter près du comptoir, parlant assez fort pour qu'Élodie puisse entendre. « C'est donc elle, » dit l'une. « Franchement, je ne comprends pas. Elle n'a rien d'exceptionnel. Les hommes riches aiment la simplicité, ma chère, » répondit l'autre avec une pointe de mépris. « Ça leur donne l'impression d'être des Pygmalions. C'est un caprice. Dans 6 mois, il sera passé à autre chose. » Il y a quelques semaines, ces mots l'auraient anéanti. Elle aurait rougi, baissé les yeux, se serait cachée dans l'arrière-boutique, en attendant qu'elle parte. Mais cette fois, une force nouvelle, puisée dans la confiance de Marc et dans sa propre révolte, la poussa à réagir. Elle se redressa, quitta son poste derrière le comptoir et s'approcha d'elle avec un sourire désarmant de calme. « Mesdames, puis-je vous aider? Vous cherchez un livre en particulier? Peut-être un traité sur la psychologie humaine ou simplement un ouvrage sur les bonnes manières? Le rayon est juste au fond. » Les deux femmes la fixèrent, stupéfaites par son audace, leur visage passant de la condescendance à l'embarras. Elles balbutièrent une excuse confuse et quittèrent la librairie précipitamment, la clochette de la porte tintant joyeusement derrière elles comme un petit rire de victoire. Monsieur Antoine, qui avait observé la scène, lui adressa un clin d'œil approbateur. Pour la première fois, Élodie ne s'était pas sentie victime. Elle avait riposté, non avec colère, mais avec esprit et dignité. Cette petite victoire lui donna le courage d'aborder un sujet délicat avec Marc. Le soir même, alors qu'il dînait tranquillement dans son appartement, elle lui raconta l'incident. « Je ne veux plus être l'inconnu ou l'ex-prof dans les journaux, » dit-elle fermement. « C'est absurde. J'ai un travail, des passions. Je ne suis pas une énigme à résoudre. » Marc posa ses couverts. « Tu as 1000 fois raison. Et je suis désolé que ma vie t'impose tout ça. Je veux que tu saches que nous pouvons tout arrêter, disparaître des radars, si c'est ce que tu veux. »« Non !» répondit-elle, surprenant même elle-même. « Je ne veux plus me cacher. C'est ce qu'il a toujours voulu, Julien, que je sois invisible. Ce que je veux, c'est que le monde voie la femme que toi tu vois déjà, mais je ne peux pas le faire seul. » Un long silence s'installa, mais un silence plein de sens. Il comprenait, il ne s'agissait pas de notoriété, mais de respect. « Alors, faisons-le, » dit-il finalement, sa voix grave remplie d'une nouvelle détermination. « Mais cela implique une étape supplémentaire pour nous. Cette situation, cette distance entre Lyon et Paris, mes allers-retours, et ton petit appartement que j'adore, mais où tu te sens à la fois en sécurité et assiégé. Ce n'est plus viable. Je veux construire un véritable rempart autour de toi, autour de nous. Je veux que nous ayons un chez nous. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. « Tu veux dire que l'on vive ensemble ?»« Oui, » affirma-t-il sans la moindre hésitation. « Pas dans ma garçonnière parisienne, qui n'est qu'un hôtel de luxe, ni dans cet appartement qui est ton refuge, mais aussi le témoin de tes peurs. Je veux que nous trouvions un endroit à nous, ici, à Lyon, une page blanche,
Un lieu avec un grand salon pour nos amis, une cuisine où tu pourras enfin faire tes gâteaux au citron et une pièce immense, juste pour tes livres. Une bibliothèque qui sera le cœur de notre maison. Qu'en dis-tu? Sa proposition était bien plus qu'une simple question de logistique. C'était une promesse, une déclaration. Il ne cherchait pas à l'arracher à sa vie, mais à s'y intégrer pleinement. L'idée d'une bibliothèque, leur bibliothèque, fut ce qui la décida. C'était le symbole ultime de son acceptation, de sa compréhension de ce qui la constituait essentiellement. « J'en dis que tu es fou », murmura-t-elle, des larmes de joie perlant au coin de ses yeux, « et que j'adorerais ça. » Les week-ends suivants furent consacrés à la recherche de leur nid. Marc laissa de côté les agences immobilières de prestige pour se plonger avec elle dans les annonces de biens de caractère sur les pentes de la Croix-Rousse ou dans le quartier d'Ainay. Il prenait un plaisir évident à la voir s'enthousiasmer pour des parquets anciens ou des plafonds à la française. Ils trouvèrent finalement leur bonheur. Un grand appartement au dernier étage d'un immeuble bourgeois avec une terrasse surplombant les toits de la ville et surtout une ancienne chambre de service attenante au salon, parfaite pour être transformée en bibliothèque. C'était un lieu de lumière, d'espace et de promesses. Ils signèrent les papiers et une joie pure, sans l'ombre d'une peur, envahit Élodie. Ils allaient construire une vie ensemble. Leur vie, l'avenir, semblait enfin dégagé. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, alors qu'ils célébraient avec une bouteille de champagne au milieu des cartons de déménagement, Chloé, l'amie styliste de Marc, lui envoya un message avec un lien vers un article. « Je crois que tu devrais voir ça, préparez-vous. » Marc cliqua. Le lien menait à l'interview exclusive d'un grand hebdomadaire français. Le titre barrait la page. Julien Morel se confie. L'ex-mari de la nouvelle compagne de Marc Delattre sort du silence. La photo montrait un Julien au visage grave, le regard pensif et triste. L'interview était un chef-d'œuvre de manipulation. Il n'attaquait pas Élodie frontalement. Au contraire, il la décrivait comme une femme douce, fragile, influençable. Il parlait de leur vie simple et heureuse, d'avant. Il disait s'inquiéter pour elle, la voyant propulsée dans un monde de requins qui n'était pas fait pour elle. Il laissait entendre, sans jamais l'affirmer, qu'elle était peut-être aveuglée par le faste. Il se peignait en mari aimant mais incompris, qui avait dû la laisser partir pour son propre bien, et qui la regardait maintenant de loin, le cœur lourd. La dernière phrase était un coup de poignard. Interrogé sur leur rupture, il avait répondu avec un soupir étudié « J'ai sans doute mes torts, mais tout ce que je souhaite, c'est son bonheur. J'espère juste qu'elle ne se perdra pas elle-même dans cette nouvelle vie. Je lui avais toujours dit « Reste fidèle à qui tu es. » C'est mon seul vœu pour elle. C'était diabolique. En public, il se donnait le beau rôle du sage protecteur, tout en insinuant qu'elle se trahissait en étant avec Marc. Il n'avait pas pu l'atteindre en privé, alors il avait décidé de saboter son image publiquement, de semer le doute dans l'esprit de tous, et surtout dans le sien. Marc referma brutalement l'ordinateur. Le son sec résonna dans l'appartement vide. « L'ordure !» siffla-t-il entre ses dents. Il essaie de la salir, de nous salir. Élodie était assise, silencieuse, le champagne oublié. La peur était revenue, mais elle était différente cette fois. Ce n'était plus une peur paralysante, c'était une colère froide. Il avait non seulement sali sa mémoire, mais il avait osé s'attaquer à ce qu'elle construisait avec Marc. Il avait déclaré une guerre publique. Et cette fois, elle ne resterait pas sans voix. L'interview de Julien eut l'effet d'une bombe à fragmentation. Dans les 24 heures qui suivirent sa publication, l'histoire prit une nouvelle tournure. Le narratif de Cendrillon laissa place à un drame plus complexe et plus vendeur, celui du triangle amoureux, du passé qui ressurgit, du mari délaissé au cœur noble. Julien avait brillamment réussi son coup. Il n'était plus l'ex anonyme. Il était devenu un personnage public, un protagoniste de leur histoire. Des extraits de son interview étaient repris partout, accompagnés de photos de lui au regard mélancolique et de photos volées d'Élodie où elle paraissait perdue ou fragile. Le contraste était savamment orchestré. D'un côté, le gardien de son authenticité, de l'autre,
Un monde de luxe et de paillettes incarné par Marc, soudainement repeint sous les traits d'un prédateur superficiel. Pour Élodie, chaque article était une torture. Elle voyait ses propres mots, sa propre histoire, tordue, réinterprétée. Julien avait pris leur passé commun, un passé de douleur et d'oppression, pour le transformer en une idylle pastorale qu'il aurait fallu préserver. Sa phrase « Reste fidèle à qui tu es » revenait en boucle, la présentant comme une femme qui se reniait, alors qu'elle n'avait jamais été aussi proche d'elle-même. C'était le monde à l'envers. La cage était devenue un paradis perdu, et la liberté une aliénation. Le plus dur était le doute que cette campagne médiatique semait insidieusement dans l'esprit du public. À la librairie, elle sentait les regards changer à nouveau. La curiosité avait laissé place à une forme de pitié condescendante, ou pire, à un jugement moralisateur. Les gens la voyaient désormais comme la femme qui avait laissé ce mari si digne pour l'appât du gain et de la célébrité. La manipulation de Julien était si habile qu'elle parvenait à retourner contre Élodie ses propres insécurités. Elle qui craignait de ne pas être à sa place, se voyait accusée d'avoir abandonné sa place légitime. Marc était furieux. Sa première réaction fut celle d'un homme de pouvoir. Il voulait contre-attaquer, faire appel à ses avocats, faire publier un démenti, utiliser ses propres contacts dans la presse pour détruire la crédibilité de Julien. « On peut le faire taire », lui dit-il un soir, arpentant nerveusement le salon de leur nouvel appartement encore vide, les mots résonnant contre les murs nus. « On peut le discréditer, révéler qui il est vraiment. »« Non », répondit Élodie, sa voix étonnamment calme au milieu de la tempête. Marc s'arrêta et la regarda surpris. « Pourquoi non? Tu ne vas pas le laisser t'humilier publiquement. Si nous répondons par la voie légale ou médiatique, nous entrons dans son jeu, » expliqua-t-elle, ses pensées soudain claires et tranchantes. « On transforme notre histoire en un feuilleton sordide. Ça deviendra une bataille de communiqués, d'articles, de sources proches du dossier. Il adorera ça. Il sera au centre de l'attention, en victime. On ne combat pas la boue avec de la boue, Marc. On finit juste par être sale, soi aussi. Il n'y a qu'une seule façon de gagner, c'est de refuser de jouer. » « Alors, on ne fait rien? On le laisse dire ?» demanda Marc, incrédule. « On ne fait rien, pour l'instant, » corrigea-t-elle. « On le laisse parler tout seul, on lui oppose notre silence, notre bonheur, on continue de construire notre vie. Mais je veux qu'on se marie. » La proposition sortit de sa bouche, avant même qu'elle n'ait eu le temps de la peser. Elle flotta entre eux, audacieuse et inattendue. Marc la fixa, les yeux écarquillés, cherchant à comprendre. « Tu veux qu'on se marie, maintenant, à cause de lui ?»« Non, » dit-elle en s'approchant de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Pas à cause de lui, malgré lui, pour nous. Julien veut raconter une histoire dans laquelle je suis perdu. Un mariage, ce n'est pas une réponse, c'est une affirmation. L'affirmation que notre histoire est réelle, qu'elle est solide, qu'elle est notre futur. Ce ne serait pas une réaction à son interview, mais la suite logique de ce que nous sommes en train de construire. On voulait une page blanche, un chez nous. Un mariage, c'est le titre qu'on mettrait sur cette page. Qu'en penses-tu » Marc la regarda longuement. Il vit la flamme dans ses yeux. Ce n'était plus la femme fragile qui avait peur de son ombre. C'était une combattante. Elle ne cherchait pas à se défendre, mais à construire. Il comprit que le mariage n'était pas pour elle un refuge, mais un acte de souveraineté, l'ultime affirmation de son identité nouvelle. Un immense sourire fendit son visage. « J'en pense que c'est la meilleure idée que tu aies eue, mais à une condition. Laquelle? Qu'on le fasse à notre façon. Pas un grand événement médiatique pour répondre à Julien, mais quelque chose d'intime, de vrai, loin de tout ça. Juste pour nous et pour les gens qui nous aiment vraiment. » « C'est exactement ce que j'imaginais, » dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Ils commencèrent alors à organiser leur mariage dans le plus grand secret, comme deux conspirateurs planifiant une opération clandestine. Ce projet devint leur bulle, leur antidote au poison distillé par les médias. Ils choisirent une date, quelques semaines plus tard, dans la douceur de la fin de l'automne. Pour le lieu, ils pensèrent immédiatement aux alentours du lac d'Annecy, un endroit qu'ils aimaient tous les deux pour sa beauté sereine. Ils trouvèrent un petit domaine niché dans la campagne,
Un vieux corps de ferme rénové avec goût, entouré d'arbres centenaires et de prairies, loin du faste de Paris, loin des regards curieux de Lyon. La liste des invités fut courte. Monsieur Antoine, bien sûr, qui accepta d'être le témoin d'Élodie avec une joie paternelle. Chloé, l'ami styliste de Marc. Les parents de Marc, un couple discret et chaleureux qui avait immédiatement adopté Élodie, voyant le bonheur qu'elle apportait à leur fils. Quelques amis très proches de part et d'autre. Pas plus de 20 personnes au total. Élodie demanda à Chloé de lui dessiner une robe. Pas une robe de gala, pas une robe de princesse. Elle voulait quelque chose d'une élégance simple et intemporelle. Chloé lui proposa une robe en crêpe de soie ivoire, à la coupe fluide, avec de longues manches et un dos délicatement décolleté, souligné par de fins boutons de nacre. Pendant ce temps, Julien continuait son offensive. Sans réponse de leur part, il devint plus audacieux, donnant une autre interview à une chaîne de télévision, jouant à merveille son rôle de mari inquiet. Mais son discours, répété, commençait à sonner creux. L'absence totale de réaction de la part de Marc et Élodie le frustrait visiblement, le poussant à en faire toujours plus, jusqu'à frôler le ridicule. L'opinion publique, versatile, commençait à se lasser de cet homme qui parlait sans cesse d'une ex-femme qui, elle, restait d'une dignité silencieuse. Le silence d'Élodie devenait plus puissant que toutes ses paroles à lui. Il lui avait volé son passé, mais en refusant de se battre sur ce terrain, elle protégeait son avenir. Elle et Marc construisaient leur bonheur dans le secret, pierre par pierre, pendant que Julien s'épuisait à jeter des pierres sur un fantôme. Il ne le savait pas encore, mais il avait déjà perdu la guerre, non pas parce qu'il avait été vaincu, mais parce qu'elle avait simplement choisi un autre champ de bataille, celui de la vie réelle. La veille de leur mariage, l'air dans le domaine d'Annecy était d'une pureté cristalline, imprégné du parfum de la terre humide et des feuilles d'automne. Le silence n'était troublé que par le chant lointain d'un oiseau et le murmure du vent dans les grands platanes. C'était un monde à part, un sanctuaire délibérément choisi pour être l'antithèse absolue de la cacophonie médiatique qu'ils avaient laissée derrière eux. Élodie et Marc étaient arrivés la veille, suivis de près par leurs quelques invités qui logeaient dans les chambres d'hôtes adjacentes. Il n'y avait pas de plan de table compliqué, pas d'attaché de presse, pas de programme minuté. Seulement le désir partagé d'être ensemble. Les préparatifs étaient à leur image, simples, personnels et profondément significatifs. Ils avaient passé l'après-midi avec le propriétaire des lieux et Chloé a décoré la grande salle de réception, une ancienne grange aux poutres apparentes et aux murs de pierre. Pas de composition florale extravagante, mais des brassées de fleurs des champs aux couleurs automnales et des branches d'eucalyptus disposées dans de grands vases en terre cuite. Au lieu de centres de table luxueux, ils avaient créé des piles de livres anciens, leurs romans préférés, chinés ensemble chez les bouquinistes de Lyon, noués par de simples rubans de satin ivoire. Chaque table portait le nom d'un auteur, Proust, Camus, Austen. C'était l'univers d'Élodie, non pas exposé comme une curiosité, mais célébré comme le fondement de leur rencontre, le terreau de leur amour. Pendant ce temps, à Paris, Julien Morel était assis seul dans son bureau d'expert comptable. Les fenêtres donnaient sur un boulevard gris et anonyme. Sur son écran d'ordinateur, les alertes Google avec les noms de Marc Delattre et Élodie Bernard restaient désespérément muettes. Depuis son dernier coup d'éclat télévisuel, le silence de l'autre camp était devenu assourdissant, presque insultant. Sa stratégie s'était retournée contre lui. En l'absence de conflit, d'une nouvelle étincelle, l'intérêt du public s'était érodé. Son histoire d'ex-mari noble et inquiet commençait à lasser, à ressembler à une obsession malsaine. Il était passé du statut de personnage intrigant à celui de plaintif pathétique. Quelques commentaires acerbes sous les derniers articles le qualifiaient de rancunier ou de manipulateur. Le silence d'Élodie l'avait privé d'oxygène. Il avait tenté de définir son histoire, mais sans sa participation, son récit tournait à vide. C'était un coup d'épée dans l'eau. Il était furieux, impuissant, et pour la première fois, il sentait le poids de sa propre solitude. À des centaines de kilomètres de là, cette solitude n'existait pas. Le soir,
tombaient sur les montagnes, les peignant de teintes roses et orangées. Marc et Élodie se tenaient sur la petite terrasse de leur chambre, contemplant le spectacle. Une couverture était posée sur les épaules d'Élodie pour la protéger de la fraîcheur du soir. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur communion était totale, sereine. Après quelques minutes, Marc lui prit la main. « Viens, j'ai quelque chose pour toi. » Il la conduisit à l'intérieur, près de la cheminée où crépitait un feu doux. Il lui tendit un paquet plat, enveloppé dans un papier kraft sobre, lié par une simple ficelle. Intriguée, Élodie défit le nœud. À l'intérieur se trouvait un grand carnet relié en cuir souple, d'un bleu profond. Il n'y avait rien d'écrit sur la couverture. Elle l'ouvrit. Les pages étaient d'un papier vergé épais et crémeux, invitant à l'écriture. Sur la toute première page, calligraphiée à la main d'une encre brune, une seule phrase, « Pour nos prochains chapitres ». Les larmes lui montèrent aux yeux. C'était le cadeau le plus parfait, le plus intime qu'on aurait pu lui faire. Il n'offrait pas un bijou pour la parer, mais un espace pour qu'elle puisse s'écrire. « Tu m'as dit un jour, » commença Marc d'une voix douce, « que Julien avait déchiré les pages de ton histoire. J'aimerais que ce carnet soit l'endroit où tu recommences à l'écrire. Notre histoire. Et surtout, la tienne. » Elle caressa la couverture en cuir. « Je ne sais pas comment te remercier, Marc. Pas seulement pour ça, pour tout. Tu n'es pas seulement entré dans ma vie. Tu m'as rendu à moi-même. Tu as été le miroir qui ne me renvoyait pas une image déformée, mais celle que j'avais oubliée que je pouvais être. »« Non, Élodie, » répondit-il, en prenant son visage en coupe. « N'inverse pas les rôles. Je n'ai été qu'un témoin. C'est toi, et toi seul, qui as eu le courage de te retrouver. Moi, je n'ai fait que tomber amoureux de la femme que je voyais déjà. Ne l'oublie jamais. » Plus tard dans la soirée, alors que Marc était descendu discuter avec ses parents, Élodie resta seule dans la chambre. La lueur des flammes dansait sur les murs. Le carnet était posé, ouvert, sur la petite table. Mais avant d'écrire le premier mot de son avenir, elle sentit le besoin irrépressible de mettre un point final à son passé. Pas en bloquant un numéro, pas en se taisant, mais en formulant, pour elle-même, la vérité. Elle prit une simple feuille de papier de l'hôtel et un stylo. Elle n'adressa pas la lettre, n'écrivit aucune formule de politesse. Elle commença directement, d'une écriture ferme et assurée. « Tu m'as dit que j'étais banal et fini. Tu as dit que personne ne voudrait jamais de moi. Pendant des années, une partie de moi t'a cru. Je t'écris aujourd'hui, non pas pour te faire des reproches, car cela te donnerait encore de l'importance. Je t'écris pour constater un fait. Tu avais tort, en tout. Tu pensais que ma valeur se mesurait à ton regard. C'était ton erreur fondamentale. Ma valeur existe indépendamment de toi, indépendamment de Marc, indépendamment de tous. Je l'ai simplement retrouvée. Tu as essayé de me faire passer pour une victime fragile aux yeux du monde. C'est le dernier mensonge d'un homme qui ne supporte pas d'avoir perdu le contrôle. Mais je ne suis pas une victime, je suis une survivante. Et aujourd'hui, je suis une femme heureuse, je ne te hais pas. La haine est encore un lien, et je ne veux plus aucun lien avec toi. Je ressens pour toi quelque chose de bien plus terrible, de l'indifférence, et un peu de pitié, la pitié pour un homme dont le bonheur dépendait de la capacité à diminuer quelqu'un d'autre. Cette lettre, tu ne la liras jamais. Elle n'est pas pour toi, elle est pour moi. C'est la dernière fois que ton nom sera écrit de ma main, la dernière fois que ton souvenir occupera mes pensées. Adieu, Julien. Elle relut la lettre, une seule fois. Aucun tremblement dans sa main, aucune larme sur sa joue. Seulement une profonde sensation de libération, de paix. Elle se leva, plia la feuille en 4 et s'approcha de la cheminée. Sans la moindre hésitation, elle jeta le papier dans les flammes. Elle le regarda se consumer. Les bords noircirent, se recroquevillèrent. Les mots, les phrases, les dernières traces de son passé toxique furent dévorés par le feu, se tordant une dernière fois avant de se transformer en une fine cendre noire qui s'envola dans le conduit de la cheminée. Elle resta là un long moment, regardant les flammes danser, purificatrices. Dehors, la nuit était maintenant complète, profonde et étoilée. Demain, elle se marierait, et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se sentait entière, prête, libre. Le jour de leur mariage se leva dans une clarté douce et dorée. Un fin voile de brume matinale s'accrochait encore aux prairies,
Mais le soleil d'automne, bas et généreux, promettait une journée d'une beauté paisible. Il n'y eut pas de frénésie, pas de cohorte d'assistants courant dans tous les sens. Élodie se prépara tranquillement dans sa chambre avec Chloé, qui était bien plus qu'une styliste ce jour-là. Elle était une amie, une présence calme et rassurante. Quand Élodie enfila sa robe ivoire, elle ne vit pas dans le miroir une femme déguisée. Elle vit la version la plus pure d'elle-même. La simplicité de la robe mettait en valeur la sérénité de son visage, l'éclat nouveau dans son regard. Il n'y avait plus de traces de la femme craintive qu'elle avait été. La peur avait été remplacée par une force tranquille, une assurance qui venait de l'intérieur. « Tu es sublime, Élodie », lui murmura Chloé, les yeux humides. « Non pas à cause de la robe, parce que tu es heureuse. Ça se voit, c'est la plus belle des parures. » La cérémonie eut lieu en fin de matinée, non pas dans une église, mais en plein air, sous les branches protectrices d'un chêne majestueux, plusieurs fois centenaire. Les invités étaient assis sur de simples bancs en bois disposés en arc de cercle. Le crissement des feuilles mortes sous leurs pas était la seule musique tandis qu'ils prenaient place. Élodie, au bras d'un monsieur Antoine incroyablement fier et ému, s'avança lentement dans l'allée naturelle. Son regard croisa celui de Marc, qui l'attendait. Il était d'une élégance parfaite dans un costume bleu nuit, mais ce ne fut pas cela qu'elle remarqua. Ce fut l'émotion pure, non dissimulée, qui brillait dans ses yeux. En la voyant s'approcher, sereine et souriante, il eut un imperceptible mouvement de recul, comme foudroyé par sa beauté, par l'évidence de ce moment. C'était la confirmation de tout ce qu'il avait espéré, de tout ce en quoi il avait cru depuis leur première rencontre. Ils se tinrent la main devant un officier d'état civil, ami de la famille, qui prononça quelques mots simples sur l'engagement et le partage. Puis ce fut le moment des vœux. Marc se tourna vers elle, sa voix grave vibrant d'une émotion contenue. « Élodie, la première fois que je t'ai revue, dans ta librairie, je n'ai pas seulement reconnu une amie d'enfance, j'ai reconnu une âme sœur. Tu étais entourée d'histoires, et pourtant tu semblais avoir peur de vivre la tienne. Aujourd'hui, je te vois devant moi, non plus comme une histoire à découvrir, mais comme mon histoire, ma maison, mon port d'attache. Je ne te promets pas une vie sans tempête. Je te promets d'être ton ancre dans chacune d'entre elles. Je te promets de chérir ta sensibilité, d'admirer ton intelligence et de toujours te rappeler la lumière que tu portes en toi, surtout les jours où tu douteras de la voir. Je t'aime. » Élodie sentit une larme couler le long de sa joue. Elle la laissa faire. Elle prit une profonde inspiration et sa voix s'éleva, claire et ferme. « Marc, pendant longtemps, je me suis senti comme un livre dont les pages avaient été arrachées. Mon histoire était incomplète, confuse. Et puis tu es arrivé. Tu n'as pas essayé de réécrire mes pages manquantes. Tu m'as simplement tendu un stylo et tu m'as donné le courage d'écrire la suite. Tu as vu en moi la femme que j'avais oublié que je pouvais être, et ton amour a été le miroir qui m'a permis de me voir à mon tour. Devant toi, je n'ai jamais eu à prétendre. Je te promets de t'aimer avec cette même vérité, d'être ton refuge comme tu es le mien, et de remplir chaque jour de notre vie commune avec des chapitres de joie, de rire et de confiance. Je t'aime, de tout mon être retrouvé. » L'échange des alliances se fit dans un silence chargé d'émotion. Le oui qu'ils prononcèrent résonna dans la quiétude de la campagne, un son plein et définitif. Quand ils s'embrassèrent, ce fut un baiser profond, tendre, qui scellait non seulement un amour, mais la victoire de la douceur sur l'amertume, de la lumière sur l'ombre. Les applaudissements de leurs proches furent la seule clameur qui salua leur union. C'était simple, c'était parfait, c'était eux. Au même instant, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Julien Morel était assis à la terrasse d'un café parisien anonyme, un samedi matin comme les autres. Il faisait défiler sans grand intérêt le fil d'actualité de son téléphone, en sirotant un café allongé trop amer. Ses provocations médiatiques étant restées sans réponse, sa rancœur s'était muée en un ennui teinté de mépris. Il était sûr qu'Élodie avait fini par céder, qu'elle vivait cachée, terrorisée par le monde de Delattre, et qu'un jour, elle reviendrait vers une forme de réalité plus conforme à ce qu'il pensait être sa nature. C'est alors qu'il tomba dessus. Non pas dans un magazine à scandale,
mais dans la rubrique « Carnet du jour » d'un grand quotidien national, partagé sur les réseaux sociaux. L'article était sobre, factuel. Mariage. Monsieur Marc Delattre, président-directeur général de la Maison Delattre, et Madame Élodie Bernard, libraire, ont la joie d'annoncer leur mariage, célébré dans la plus stricte intimité ce samedi. Le choc fut si violent qu'il manqua de renverser son café. Ce n'était pas possible. Mariage ? Son cerveau refusa d'abord l'information. Puis il cliqua sur le lien. L'article était accompagné d'une seule photo, une photo manifestement choisie et autorisée. Elle avait été prise juste après la cérémonie. Marc et Élodie se regardaient, non pas en posant, mais en riant. Le bonheur qui émanait d'eux était si palpable, si incandescent, qu'il en était presque indécent. Élodie, dans sa robe d'une simplicité désarmante, rayonnait. Elle n'avait rien de la petite souris effacée qu'il s'était plu à imaginer perdue dans ce monde de luxe. Elle était lumineuse, reine. Il sentit une vague de froid l'envahir, suivie d'une bouffée de chaleur. L'humiliation, pure et totale. Elle n'avait pas simplement survécu sans lui. Elle s'était épanouie. Son bonheur n'était pas un caprice, c'était un aboutissement. Et elle avait osé l'afficher, non pas de manière provocante, mais avec une élégance et une discrétion qui le rendaient encore plus impuissant. Le serveur vint encaisser. Julien paya, ses gestes mécaniques. Il regarda autour de lui. La terrasse du café, les passants indifférents, sa table pour un. Un vide glacial s'installa dans son estomac. Il relut le nom, Élodie Bernard. Puis il lut la légende de la photo, Marc et Élodie Delattre. Delattre. Elle avait pris son nom. Elle avait effacé le sien. Pour la première fois, il comprit. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le statut. En regardant cette photo, il ne vit pas un trophée qu'un autre homme avait gagné. Il vit le reflet de quelque chose de précieux et d'authentique qu'il avait tenu entre ses mains et qu'il avait dédaigné, piétiné, jusqu'à le briser. Il n'avait pas simplement perdu une femme. Il avait perdu la possibilité même du bonheur qu'il ne savait pas reconnaître. Il était seul dans une salle vide face aux débris de sa propre vanité, et il n'y avait personne à blâmer, sauf lui-même. À Annecy, loin, si loin de ses pensées amères, la réception battait son plein. Élodie et Marc ouvrirent le bal sur une vieille chanson de Charles Aznavour. Dans les bras de son mari, tournant doucement au milieu des livres et des visages aimants, Élodie se sentit enfin arrivée, à la maison, libérée de toutes les voix, sauf de celle de son propre cœur. Elle ne pensait plus à Julien. En réalité, elle ne pensait plus du tout. Elle se contentait de vivre pleinement, et c'était infiniment suffisant. Le printemps arriva sur Lyon avec une douceur timide, chassant les derniers frissons de l'hiver. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage à Annecy. 6 mois de vie calme, tissés de routines heureuses et de bonheur discret. Ils s'étaient installés dans leur grand appartement de la colline de Fourvière, qui était devenu un véritable foyer. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers les hautes fenêtres, inondait les parquets anciens et se reflétait sur les dos dorés des livres qui tapissaient désormais les murs de la bibliothèque. Cette pièce, comme Marc l'avait promis, était devenue le cœur de leur maison, un sanctuaire de silence et d'histoire partagée. L'odeur mêlée du bois ciré, du vieux papier et du thé à la bergamote qu'Élodie aimait préparer, était le parfum de leur nouvelle vie. Élodie n'avait pas abandonné son travail à la librairie, elle y tenait. C'était son ancrage, son lien avec le monde tangible des lecteurs. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus en quête de légitimité, elle l'habitait. Forte de cette nouvelle assurance, et avec l'encouragement passionné de Marc, elle avait donné une nouvelle dimension à sa passion. Elle avait proposé à la Fondation Delattre, qui œuvrait pour l'éducation, un projet qui lui tenait à cœur depuis des années, les mots pour grandir. Un programme de lecture et d'ateliers d'écriture destiné aux enfants des quartiers défavorisés de la métropole lyonnaise, pour qui l'accès aux livres n'était pas une évidence. Marc n'avait pas seulement accepté, il lui en avait confié la direction pleine et entière, avec un budget conséquent et une totale liberté d'action. Ce n'était pas un cadeau, c'était une reconnaissance de ses compétences, de sa vision,
et elle s'était jetée dans ce projet avec une énergie et une créativité qu'elle ne se connaissait pas. Elle passait désormais 2 jours par semaine à la librairie et le reste de son temps à construire des partenariats avec des écoles, à choisir des livres, à animer elle-même les premiers ateliers. L'ex-institutrice et la libraire s'étaient unies pour devenir une passeuse d'histoire à une plus grande échelle. Ce jour-là avait lieu la présentation officielle du projet dans les locaux de la Fondation. Ce n'était pas un gala mondain, mais une réunion intime avec des enseignants, des directeurs d'école et des associations locales. Élodie se tenait devant un petit pupitre, non pas avec un discours appris par cœur, mais avec quelques notes griffonnées sur des fiches. Marc était assis au premier rang, non pas en tant que PDG, mais en tant que son plus fervent supporter. Elle prit la parole, sa voix claire, sans le moindre tremblement. Elle ne parla pas de chiffres, ni de stratégie. Elle parla de la magie d'un livre ouvert sur les genoux d'un enfant. Elle parla du pouvoir des mots pour construire des ponts, pour nommer ses peurs, pour rêver plus grand que les murs de sa chambre. Elle raconta sa propre histoire avec les livres, comment ils avaient été ses premiers amis, ses refuges, ses fenêtres sur le monde. Son discours n'était pas une performance, c'était un témoignage. Il émanait d'elle une passion si authentique, une conviction si profonde, que la salle était suspendue à ses lèvres. Il n'y avait plus l'ex-prof sans grade ou la Cendrillon. Il y avait Élodie Delattre, une femme inspirante qui transformait son amour des mots en actions concrètes. En la regardant, Marc ressentit une vague d'admiration si puissante qu'elle en éclipsait son amour. Il ne l'aimait pas en dépit de ses anciennes fragilités, mais pour le chemin qu'elle avait parcouru. Il voyait la force inouïe qu'il lui avait fallu pour transmuter ses blessures en une telle générosité. Il se rappela la femme craintive et effacée qu'il avait revue quelques mois plus tôt. Cette métamorphose n'était pas son œuvre. Elle était l'œuvre de cette femme elle-même, qui avait simplement eu besoin qu'on lui rappelle que ses ailes n'étaient pas brisées. Après le discours, sous les applaudissements chaleureux de l'audience, elle le rejoignit, les joues légèrement roses. « C'était bien, je n'ai pas été trop ennuyeuse ?» demanda-t-elle, son vieux réflexe de doute faisant une brève apparition. Il lui prit la main et la serra fort. « Ennuyeuse ? Élodie, tu étais un soleil. » Quelque part à Clermont-Ferrand, dans le silence de son appartement devenu trop grand pour lui seul, Julien Morel tomba sur un petit article en ligne dans la rubrique économique locale. Le titre était « La Fondation Delattre lance les mots pour grandir sous l'impulsion d'Élodie Delattre ». Il y avait une photo d'elle, debout au pupitre, le visage à la fois doux et déterminé. L'article la citait, parlait de son passé d'enseignante comme d'un atout majeur. Ce ne fut pas de la colère qu'il ressentit cette fois, ni de la jalousie. Ce fut un vide immense, abyssal, le sentiment vertigineux d'un gâchis monumental. Il avait vécu 10 ans à côté d'un soleil, et tout ce qu'il avait su faire, c'était essayer de l'éteindre. Il referma son ordinateur portable. Sa dernière phrase, celle qui devait la clouer au sol pour toujours, « Tu es banal, fini », lui revint en mémoire. Et pour la première fois, il comprit qu'en la prononçant, ce n'était pas d'elle qu'il parlait, c'était de lui. Le soir, Élodie et Marc rentrèrent chez eux. La nuit était tombée sur Lyon. Ils ne parlèrent pas, savourant le calme après l'effervescence de la journée. Plus tard, alors que Marc lisait dans le salon, Élodie se retira dans leur bibliothèque. La lueur d'une seule lampe éclairait la pièce, créant une atmosphère intime et protectrice. Elle prit le grand carnet de cuir bleu que Marc lui avait offert la veille de leur mariage. Elle s'assit au grand bureau en chêne, l'ouvrit et caressa la première page blanche. Pendant 6 mois, elle ne l'avait pas touchée. Elle n'en avait pas ressenti le besoin. Elle était trop occupée à vivre son histoire pour l'écrire, mais ce soir, elle se sentait prête, prête à poser les mots. Elle repensa à son parcours, aux critiques, aux doutes, à la peur qui avait été sa compagne si longtemps. Elle repensa au mépris de Julien, puis à la tendresse de Marc. Mais au-delà de tout ça, elle repensa à elle-même, à cette petite flamme qu'elle avait réussi à protéger, puis à ranimer. Elle comprit la leçon la plus importante de toutes. Le plus grand amour de sa vie n'avait pas été celui qu'elle avait trouvé en Marc.
C'avait été celui qu'elle avait enfin appris à se porter à elle-même. Marc n'était pas son sauveur. Il était le témoin et le partenaire de son propre sauvetage. Elle apprit que l'amour véritable, le grand, celui qui dure, ne cherche pas à vous posséder ou à vous définir. Il vous voit et il vous donne l'espace de devenir. Son stylo glissa sur la page. Elle n'écrivit pas un journal intime de ses peines passées. Elle commença à raconter une histoire de livres, de mots et d'une femme qui apprend que sa valeur ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans les pages qu'elle a le courage d'écrire elle-même. Sur la page de garde, elle calligraphia un titre, simple et évident. L'écho des mots. Elle leva les yeux vers l'embrasure de la porte. Marc était là, il la regardait, un sourire tendre aux lèvres. Il ne demanda pas ce qu'elle écrivait. Il n'avait pas besoin de savoir. Il lui suffisait de la voir heureuse. Elle lui sourit en retour, un sourire plein, entier, libre. Puis elle rebaissa les yeux sur le carnet. Une nouvelle vie s'offrait à elle, pleine de chapitres inconnus. Et pour la première fois, elle n'avait plus peur de tourner la page. Elle commença à écrire.